Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Yann Piette qui est coach et formateur en séduction et développement personnel depuis 2010. Il était le créateur d'une des plus grosses chaînes de séduction, une chaîne qui faisait des caméras cachées qui s'appelait Nicolas Dolto. Il n'a pas le droit de le dire pour des raisons contractuelles dans l'interview, donc voilà, je vous le dis maintenant que sa chaîne s'appelait Nicolas Dolto, c'était la plus grosse chaîne dans le domaine et il l'a arrêté pour commencer 3 nouvelles chaînes sous son nom propre désormais. On va parler dans l'épisode de comment est-ce qu'il gère d'ailleurs autant de chaînes en parallèle. On va parler de séduction, on va parler de son parcours. C'est quelqu'un qui a été sur le marché depuis un long moment. Bien sûr, la séduction, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai un intérêt personnel parce que c'est là où j'ai commencé dans le business en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, ça peut être intéressant de le savoir en contexte de cet épisode, mais j'ai commencé avec un business qui s'appelait Séduction Academy, sur lequel je parlais de séduction. Et bien sûr, Nicolas Dolto, c'était un des gros bonnets sur le marché. Ça a été un des premiers à vraiment comprendre comment exploiter YouTube dans ce marché. Et encore aujourd'hui, il continue bien sûr à utiliser YouTube pour développer son activité actuelle. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Yann Piette. Tu disais à l'instant que tu n'étais pas bon en marketing. Et pourtant, tu es une des premières personnes dans le domaine de la séduction à avoir vraiment misé sur YouTube. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça super intelligent ce qu'il fait, toutes les caméras cachées et tout. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas bon en marketing ? Je suis pas bon en marketing dans le sens où par exemple, quand je regarde tes contenus, parce que je regarde tes contenus comme plein d'autres personnes, j'écoute les podcasts et tout. Et à chaque fois que je regarde une vidéo ou que j'écoute un podcast, j'entends un truc et je me dis merde, ça j'ai pas pensé à le faire. Merde, ça j'ai pas pensé à le faire. J'aurais dû faire comme ci, comme ça. Et je vois que tout au long de mon parcours, au-delà du fait d'avoir peut-être su créer les bons contenus au bon endroit, proposer un format qui marchait bien, c'est plutôt ce qui se passe derrière, tu vois. C'est plutôt, comment je reste en contact avec la personne qui a regardé la vidéo, comment je la relance. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pas forcément vu passer. Je sais pas, par exemple, faire de la publicité, tout simplement. Tu vois, c'est des choses toutes connes, mais à une époque, je sais pas, en 2010, sur Facebook notamment, parce que j'ai pas mal utilisé Facebook aussi au début de ma carrière, entre guillemets, c'est vrai que les publicités étaient pas chères du tout et il y avait il y avait une vraie portée organique. Moi, ça m'est arrivé de faire des posts qui, d'un coup, m'ont ramené 2-3 000 abonnés sur une page Facebook parce qu'ils ont marché tout seuls. Et j'ai pas saisi certains trucs à la publicité ou alors le concept de tunnel de vente et de réfléchir en disant voilà, ok, je vais amener les gens à acheter cette formation, ils vont passer par là, par là, par là, par là. C'est jamais un truc que j'ai trop réfléchi. Alors, on est plus dans la vente, tu vas me dire, mais... Du coup, tu considérais que ta grande force, c'est quoi ? C'est la création de contenu ? Ouais, c'est la création de contenu. C'est ce à quoi je passe le plus de temps. Dès que je commence à m'éparpiller et à devoir répondre à trop de mails, passer trop de temps à manager les gens, etc., je me dis, là, je suis en train de m'égarer de ce que je sais le mieux faire. Et ça paye à chaque fois que je me recentre sur la création de contenu, ça a tout de suite un gros impact. Et je crée beaucoup de contenu. En fait, je crée du contenu quotidiennement. Et à ce sujet-là, c'est assez fou le nombre de chaînes YouTube et de podcasts, etc., que tu as lancé en parallèle dernièrement. Ouais, c'est vrai que, en fait, ça, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais en fait, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Les gens n'ont pas forcément conscience, peut-être qu'ils me suivent sur une chaîne YouTube, mais en fait, si tu veux, j'ai 3 chaînes YouTube qui s'adressent à 3 audiences différentes avec 3 thématiques différentes. Mais en même temps, avec des sujets qui se rapprochent. Qui se rapprochent, ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu des 3 chaînes et expliquer ce que fait chaque chaîne et après, je te poserai plus de questions au sujet du pourquoi de chacune. Alors, la première chaîne que je gère, c'est une chaîne qui s'adresse à un public masculin. La chaîne, elle s'appelle Les Bicheurs. Et c'est des questions de séduction, de faire des rencontres. Donc voilà, cette chaîne, je la gère, je suis apparu dessus, mais c'est pas moi qui fournis la majorité du contenu sur cette chaîne. Ensuite, j'ai une deuxième chaîne qui est ma chaîne Yann Piette. Donc voilà, c'est ma chaîne principale où dessus, je mets du contenu qui va être lié à l'intelligence sociale, au développement personnel, la confiance en soi, à toutes ces problématiques. Et j'ai une troisième chaîne qui, elle, s'adresse à un public féminin qui va parler, qui s'appelle L'Homme Expliqué, qui va parler des rencontres et des relations, mais pour un public féminin.
Donc, il y a deux de ces chaînes où toi-même, tu vas fournir le contenu et une où tu as un associé. Alors, c'est pas un associé, c'est des personnes qui travaillent avec moi. Ok. C'est-à-dire que voilà, travaillent avec moi et travaillent sur cette chaîne. Alors bien sûr, je suis un être humain, j'ai des limites, donc je ne peux pas, à un moment donné, tu peux pas fournir du contenu sur 3 chaînes YouTube à raison de une ou deux vidéos par semaine. C'est pas possible. Donc, mais moi j'ai fait ce choix en fait d'avoir plusieurs chaînes YouTube parce que déjà j'ai compris un truc, c'est que tu peux pas parler sur une même chaîne YouTube à des publics différents de sujets différents. Ouais. Enfin, ça marche pas. Si tu regardes les chaînes YouTube qui cartonnent, bah, c'est une personne qui parle à une audience et qui va avoir peut-être plusieurs formats, mais en tout cas qui va avoir, voilà, tu dis tiens sur cette chaîne je vais me divertir, tiens sur cette chaîne je vais comprendre des choses que j'avais pas compris, tiens sur cette chaîne bah, ça va être agréable, ça va être beau à regarder. Donc j'ai fait un peu cette erreur là dans ma précédente société, à savoir parler à deux audiences différentes sur une même chaîne, et ça crée des frictions entre les différentes audiences. Toi, quand tu découvres une chaîne YouTube, moi par exemple, je découvre ta chaîne Marketing Mania, je regarde deux trois vidéos, je dis waouh, c'est génial, j'ai envie de regarder toute sa chaîne en une nuit, super, je m'abonne. Bah, si demain tu te mets à parler à quelqu'un d'autre qu'à moi ou à parler de choses différentes, bah, moi j'ai pas signé pour ça, donc je vais me casser. Il faut que quand tu découvres la chaîne, tu saches exactement dans quel cas est-ce que tu la mets dans ta tête, quel problème est-ce que ça va résoudre pour toi. Et il faut que il y ait une continuité dans le format. Tu peux avoir différents formats, mais il faut que les formats adressent le même besoin et qu'il y ait une continuité dans le format où quand les gens revoient ta vidéo, ils cliquent dessus, puisque c'est ça qui va faire que aussi les vidéos vont continuer à être recommandées. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que tous tes abonnés voient toutes tes vidéos. Et donc, plus tu vas rester dans une continuité en matière du contenu que tu produis, plus la chaîne, effectivement, va fonctionner. Et si tu vas avoir un contenu qui est totalement différent, dans mon cas, par exemple, même en restant sur la même audience, j'ai la chaîne Marketing Mania principale et puis j'ai aussi une chaîne où je poste le podcast, des extraits du podcast. Donc, c'est un format totalement différent, quotidien, beaucoup plus court. Fusionner les deux sur la même chaîne poserait énormément de problèmes en termes d'algorithme et ça serait vraiment négatif pour les vidéos que je fais de manière moins fréquente. Non, mais je suis d'accord avec toi, enfin, t'as totalement raison en fait de séparer ça, et ce serait une grosse prise de risque pour toi de dire tiens, bah, je vais mettre des vidéos de podcast où il y a pas nécessairement d'image dessus, et enfin tu vois, ça va casser effectivement ton watch time, enfin, ça va casser toute la dynamique que toi t'as mis en place sur, en tout cas moi je suis ta chaîne sur les récentes vidéos qui sont écrites, qui sont intéressantes, enfin on se met dedans comme un peu comme un épisode, on se dit tiens je vais voir Stan qui va me parler de ça et je vais comprendre des trucs que je ne connaissais pas. Mais du coup, je vois très bien l'idée de séparer et d'en faire différentes chaînes. Là où je suis bluffé, c'est que tu as lancé tout de front en même temps et les chaînes ont un peu plus ou moins la même croissance au niveau des courbes. Elles ont prélancé en même moment. Elles ont, il me semble qu'il y en a une qui a 30, une qui a 60, une qui a quoi, 80 000 abonnés. J'ai ouais, qui doit avoir un peu plus de 30 et deux qui sont autour de 60 000. Ok. Et je les ai pas toutes lancées exactement au même moment, hein. Enfin, les deux, celle pour les hommes et ma chaîne principale, je les ai lancées début 2018. Et la chaîne pour le public féminin, elle a une croissance plus forte. Je l'ai lancée août 2018 ou septembre, août, septembre, octobre. Donc elle a moins d'un an cette chaîne-là. Donc la question que je me pose à ce sujet, c'est autant je comprends que tu séparé les différentes chaînes. D'un autre côté, si je devais aujourd'hui faire une autre chaîne sur un sujet qui est lié à ce que je fais, mais pas tout à fait le même sur une autre audience, sur une autre chaîne, je ne sais pas où je trouverais le temps de faire du contenu. Je me dirais, je fais beaucoup mieux de focus mon attention et mon contenu sur une chaîne, éventuellement de faire plus de vidéos. Bon, déjà, j'ai du mal sur ma chaîne principale à avoir un rythme de publication soutenu, donc c'est déjà une question. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, OK, je veux avoir une chaîne qui parle aux hommes, une chaîne qui parle aux femmes, une chaîne en mon propre nom qui parle de différents sujets, plutôt que de dire, OK, je vais tout concentrer sur mon attention sur un truc. Comme ça, je suis sûr de pouvoir pousser un maximum de contenu, tester un maximum de trucs. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en avoir différentes en parallèle? Bah parce qu'en fait, tous les sujets que j'aborde sur ces chaînes, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je pense que j'ai une légitimité, en tout cas sur lesquels les gens sont déjà venus me chercher, me questionner. J'ai envie de traiter tous ces sujets. Et ouais, en fait, si tu veux, tu ne sais- c'est bien pour moi de séparer parce que tu ne sais pas ce qui va le mieux marcher. Là, si je réfléchis en tant qu'entrepreneur, je me dis, bon, ok, au lieu de faire un seul projet et de traiter tous ces trucs sous le même, sous le même toit, bah, je vais lancer 3 projets différents et on verra bien ce qui va marcher le plus. Et à un moment donné, je vais basculer mes efforts tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et selon la phase dans laquelle on est.
et tu t'interrogeais la fréquence de publication de contenu. Bah moi, je suis pas sûr qu'une grosse fréquence, ce soit forcément absolument nécessaire. Toi, par exemple, je pense que tu n'as pas une énorme fréquence de publication. Je sais pas quelle est exactement ta fréquence, mais tu fais pas une vidéo par semaine sur ta chaîne YouTube. Non, je fais même pas une vidéo par mois en ce moment. Ouais, mais pourtant, tes vidéos, quand tu les sors, bah, elles atteignent ton public, elles vont au-delà de ta chaîne YouTube et elles continuent à travailler derrière. Donc, c'est pas forcément un problème. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il faut publier des vidéos tous les jours. Enfin, il y a tous les sons de cloche, en fait. Mais finalement, soit tu vas faire des contenus hyper fréquents qui vont être peu travaillés ou du moins qui vont te demander peu d'efforts. Je pense à quelqu'un qui va faire des vlogs tous les jours. Voilà, il fait son vlog, c'est pas lui qui fait le montage, il poste ses vlogs tous les jours. Il recommence le lendemain. Et tu as des personnes, bah, elles vont prendre plus de temps, elles vont réfléchir à une problématique, elles vont laisser infuser, elles vont faire un travail d'écriture, ensuite un travail de montage. Donc forcément, tu peux pas, quand tu travailles comme ça, tu ne peux pas sortir X vidéos dans la semaine. Mais les deux approches se valent finalement. Il y en a un qui va avoir une approche de fréquence et l'autre qui va avoir une approche, c'est plus qualitatif, c'est moins fréquent, mais ça marche tout autant. Mais il reste la problématique du focus, c'est-à-dire qu'après, derrière, tu as tout ce qui va derrière, tu as la monétisation, tu as les tunnels de vente. C'est compliqué de jongler 3 audiences, trois projets en parallèle. Il faut que tu fasses tout 3 fois. Tu as 3 sites à chaque fois, etc. C'est pas un truc qui te pèse, tout ça, de devoir tout faire en triple? Bah moi, je travaille beaucoup. Et je me dis, moi, je pense que dans la vie d'une société, tu as des moments où il faut vraiment mettre la main à la pâte, il faut vraiment charbonner. Et il y a des moments où tu peux te permettre de relâcher un peu. Ouais, c'est comme un avion qui décolle, là où il y a le plus de consommation de kérosène, c'est au décollage. Et moi, je suis dans une phase de décollage. J'ai démarré début 2018. Je considère pas encore que je suis arrivé dans la phase où l'avion il vole tout seul et il utilise un minimum d'essence. Donc à un moment donné, c'est sûr que moi je pourrais relâcher un peu la pression, faire un petit peu moins de contenu, peut-être faire intervenir d'autres personnes pour m'aider à faire ces contenus. Mais pour l'instant, ouais, effectivement, ça me pèse, ça me pèse pas vraiment parce que j'adore faire ça. C'est juste que je me consacre à ça. C'est là-dessus que je travaille. Et c'est un effort, mais il faut le faire. C'est-à-dire que si je faisais, si je prenais mon temps et que je me disais, ouais, voilà, je vais, bah, enfin, j'aurais les mêmes résultats, mais dans 10 fois plus de temps. Mais tu pourrais, par exemple, te dire, OK, j'en fais qu'un seul. Mais après, je pense que c'est là où on diverge en termes de personnalité, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à switcher mon attention sur plusieurs projets. Et directement, tu vois, si je dois bosser 8 heures sur un truc, je suis très content. Je vais bosser 4 heures sur un truc et après, il y a un autre truc. Ça me fait chier. Je suis, oh, mais attends, pourquoi je dois m'interrompre pour faire l'autre truc? Pour moi, Ouais. le coup, je pense que chacun est un peu au spectre dans le côté. Il y a des gens qui ont besoin de faire plusieurs choses parce que ça les aide à avoir différentes idées, à avoir différentes choses. Et moi, j'ai besoin de faire une seule chose à la fois. Et vraiment, j'ai ce truc de. J'espère pouvoir bosser pendant des semaines sur un truc et à la limite switcher entre les catégories. Tu vois, par exemple, je fais mon livre, je fais que mon livre. Après, j'ai fini le livre. Je vais me dire, OK, maintenant, je vais faire plein de vidéos. Et quand j'ai fait des vidéos, je me dis, tiens, je vais faire une formation, ça va me prendre 3 mois et demi. Et tu vois, j'alterne vraiment entre les trucs. Et c'est pour ça que je suis curieux de te poser ces questions, parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes de manière différente et t'as pas tant de problème en fait à avoir les 3 en parallèle. Bah, en fait, détrompe-toi parce que je pense que la plupart des êtres humains ont la même problématique, c'est un temps de switch. C'est-à-dire que toi, si tu bosses à fond pendant 4 heures sur un sujet, ça a un coût en fait de changer de sujet et d'aller dans un mode de fonctionnement complètement différent. Par exemple, quelqu'un qui va écrire pendant 4 heures, il a un temps de mise en route. Une fois qu'il est dedans, bah voilà, on va dire que les neurones se sont agencés et que c'est beaucoup plus fluide. Si après cette phase d'écriture, tu dois tout de suite lâcher pour faire de la prise de parole en public, bah, tu as un temps de réadaptation. Et moi, en fait, ce que j'essaie de faire, si tu veux, pour gérer ces 3 projets-là en même temps, c'est de minimiser en fait mon switch. C'est-à-dire que les gens ont l'impression, quand ils suivent les chaînes, que ça peut publier régulièrement. Alors en fait, pas tant que ça, il y a des à-coups dans les publications, mais je vais essayer de travailler pendant 3 4 jours avec mon public féminin. Ensuite, je vais travailler. Enfin, tu vois, je me fais des plages de travail par thématique. Je vais pas switcher au cours du même journée. Et là, en ce moment, je passe là où je passe le plus de temps, c'est avec mon audience féminine. Et je le constate que c'est très dur de switcher. C'est le simple fait que tu manies des idées qui sont liées aux rencontres hommes-femmes, à la relation, etc. Bah, dès que tu veux manipuler d'autres idées qui n'ont rien à voir,
bah, t'as un temps d'adaptation, ce temps, il est coûteux, quoi. Donc j'essaye de faire ça, de faire des longues plages. Et j'imagine que par rapport aux audiences auxquelles tu t'adresses, il faut que tu changes la manière de parler, la manière de réfléchir, le vocabulaire, les métaphores qui sont utilisées, tout change. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, c'est comme si tu parlais à un pote et après tu parlais à un autre pote. Tu as un comportement avec ce pote-là, tu le connais bien, c'est un pote depuis 15 ans. Puis cet autre pote-là, tu le connais moins, tu t'es rencontré il y a 2 ans, 3 ans, bah, t'as pas les mêmes, tu vas pas avoir les mêmes codes verbaux et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu schizophrène comme ça. Mais tu te mets, en fait, tu commences à parler à ton public. Enfin, moi, c'est très facile pour moi parce que je fais énormément de coaching à côté. Et je fais en moyenne 1 ou 2 séances de coaching par jour. Voilà, tous les Coaching jours. téléphonique. Coaching téléphonique ou coaching face à face dans mes locaux à Paris. Et ça me permet en fait d'avoir une vraie personne face à moi. Je suis pas juste dans la problématique de je parle à des gens sur YouTube que je ne vois pas. En fait, ça m'aide énormément dans mon travail. C'est-à-dire que si je fais 2 coachings avec 2 nanas et que ensuite je dois faire une vidéo pour mon public féminin, c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner la vidéo. Et justement, j'essaye de guetter les moments où j'ai des idées qui flottent de les attraper parce que je viens de faire un coaching, j'ai dit un truc dans le coaching. Moi, c'est un terrain qui est génial pour moi, le coaching, parce que je parle comme je suis en train de te parler, comme ça, face à une personne, c'est en totale improvisation, mais c'est là que tu as les meilleures idées. C'est-à-dire que tu vas utiliser une métaphore qui marche bien, tu vas avoir une façon d'expliquer un truc, et tu vas dire, tiens, ça, boum, je le replace je le remets dans une vidéo, et du coup, tu as moins de réflexion à avoir, tu as une spontanéité que tu n'aurais pas forcément eu si tu avais dû réfléchir, écrire, et tourner. Et voilà, moi je vais essayer d'utiliser ça. Quand je tourne mes vidéos, en fait, je fais des formats aussi sur lesquels je vais avoir une performance. C'est-à-dire que moi, je suis moins bon pour écrire quelque chose, le réfléchir et le tourner. Je suis très mauvais, je sais pas comment tu fais toi, mais quand j'écris une vidéo et que je dois la tourner et qu'il y a plein de cuts et que je dois quelque part lire ce que j'ai écrit, là je suis très mauvais. Et là où je suis meilleur, c'est quand j'ai l'idée dans ma tête, qu'elle est super claire dans ma tête et que je vais la recracher, mais comme si je m'adressais à quelqu'un spontanément. Donc j'essaie de favoriser ces vidéos-là. Et du coup, tu vas passer 4 jours à bosser, tu vas faire un certain nombre de vidéos, tu vas switcher sur un autre projet, tu vas faire un certain nombre de vidéos, et donc du coup, tu les as d'avance et tu les publies au fur et à mesure. J'ai pas une grosse avance. Non, en fait, généralement, on voit chaque vidéo comme un mini-projet. Tu vois, par exemple, j'ai enregistré hier une vidéo pour ma chaîne principale qui parle de comment devenir inoubliable. Bah, on a passé globalement la journée dessus. Et j'avais des séances de coaching en fin de journée, mais voilà, j'étais content de pas mélanger ça avec autre chose. Une fois que cette vidéo elle est finie, elle est montée, elle est sortie, boum, on attend, on la laisse faire son petit bonhomme de chemin, et puis on guette la prochaine idée, la prochaine thématique pour en faire une autre. Ok. Donc, j'imagine qu'un des trucs qui te permet de faire autant de chaînes en parallèle, c'est que tu n'es pas en train d'apprendre les ficelles de YouTube, puisque tu avais déjà eu une société avant sur laquelle tu avais eu un projet dans ces mêmes domaines qui va bien fonctionner. Donc, la petite particularité à mentionner ici, c'est qu'on ne va pas donner le nom du projet pour des raisons qui seront peut-être plus claires plus tard, mais je serais intéressé de comprendre comment toi, tu as démarré ce premier projet, ce que tu en avais appris, est-ce que peut-être les erreurs que tu as un peu le cas de repart de zéro, je peux refaire un petit peu tout. Qu'est-ce que tu as changé dans ton approche? Bah, alors, je vais raconter un peu comment comment j'en suis venu à ce métier, parce qu'en fait, c'était pas du tout écrit. Moi, quand j'étais à la fac, je me disais pas, tiens, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des caméras cachées, parce que j'ai commencé par là. C'était pas du tout écrit. Enfin, ça s'est fait naturellement. J'ai saisi une opportunité qui s'est présentée à moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler comme consultant dans une SS2I à Paris, comme des milliers de personnes à Paris ou à l'étranger. Et mon travail me plaisait pas, mais il était suffisamment rémunérateur pour que je le fasse correctement. Mais j'avais quand même envie de me casser. Et ce que j'ai fini par faire, et j'ai eu cette opportunité-là, donc qui m'a été offerte par un ami, de me lancer sur ce projet qui consistait en fait à donner des cours de séduction à un public masculin. Et quand j'ai commencé ce projet, bah, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait à gauche, à droite. Il y avait, je sais pas, on va dire une petite dizaine d'acteurs cette thématique qui avaient plus ou moins de succès. Il y avait des gros sites, des grosses plateformes avec plein d'articles, plein de forums, plein de choses.
Et bah, nous, on commençait de zéro. C'est-à-dire que voilà, on C'était arrivait, en on quelle année? commençait. C'était en 2010. Et comment ça se fait qu'il ait pensé à toi? Tu avais déjà une expérience dans ce domaine? Tu étais vachement fort? Bah, alors voilà, il y a plusieurs choses. C'est que toi, par exemple, quand tu as besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, déjà, tu vas chercher parmi tes connaissances. Donc, tu vas dire, ah bah tiens, je connais un tel, il fitterait parfaitement pour ce poste-là. Donc, je vais proposer à cette personne. Donc, je pense qu'il y a eu de ça. C'était une personne que je connaissais, une relation d'amitié. Donc, voilà, on s'est. Alors, il y a aussi le fait que il était question de donner des cours de drague à des mecs et comment apprendre à faire de belles rencontres dans la vie de tous les jours, quel que soit en fait le moment de la journée, en soirée, peu importe. Mais moi, je passais déjà le plus clair de mon temps à ça. C'est qu'à l'époque, je sortais beaucoup, je faisais ça depuis mes 18-19 ans. Donc disons que j'ai pas eu à apprendre grand-chose en fait pour endosser ce rôle-là. Ça s'est fait naturellement. Et toi, tu avais développé cette compétence à l'origine parce que tu étais intéressé par le milieu, tu suivais tout ce qui était pick-up artist, etc. Ou c'était un truc qui est venu totalement en interne pour toi, que tu as développé de manière organique? Bah, si tu veux, comme pas mal de mecs, j'étais assez timide quand j'étais adolescent. J'ai eu, on va dire, un début dans la vie amoureuse sur le tard. Quand je dis sur le tard, c'est, on va dire, ouais, 18-19, peut-être plutôt 19. Et comme pas mal de gens, en fait, quand tu découvres quelque chose comme ça, tu dis, ah, mais comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps, en fait. Donc, j'ai cherché à rattraper mon temps le plus rapidement possible. Je me suis abreuvé, en fait, de pas mal de choses. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en fait, déjà, en fait, là, je vais parler un petit peu de moi de façon personnelle, mais en fait, j'étais assez frustré. Et la frustration, c'est un énorme moteur. Et je voyais, par exemple, autour de moi, j'avais des amis voilà, qui traînaient avec moi, qui faisaient le même sport que moi. Enfin bref, il y avait pas de je voyais pas de différence majeure entre nous. Et je voyais que ces mecs-là avaient beaucoup de succès. Et moi, je me dis, mais merde, comment ils font? Comment ils font? Donc j'ai commencé à observer ces mecs-là. Et puis, bah, voilà, par imitation, par mimétisme, je me suis mis dans la roue, en fait, quelque part. Et donc, je me suis retrouvé à développer plein de choses. Et puis, une fois que je suis arrivé à cette étape, qui était vraiment, voilà, enfin, moi, j'étais super heureux d'avoir plus de succès avec les femmes à l'époque. C'était vraiment quelque chose qui me transcendait. Donc, après, bah, tu continues dans cette direction, tu sors de plus en plus, tu fais des rencontres, et ça s'est nourri d'un peu tout ce que j'ai pu trouver autour de gens que j'ai rencontrés en soirée, etc., etc. Et puis effectivement, après, ça s'est pas fait dans un premier temps, mais c'est vrai qu'après j'ai découvert qu'il y avait une espèce de, je vais pas dire c'est pas une secte, mais il y avait un espèce de mouvement en fait sur Internet avec les codes, les machins, les trucs et les bidules. Et ça, bah, en fait, j'ai regardé des choses là-dessus. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Mais je sais que quand j'ai monté ma première société, ça a eu son importance parce que je me suis dit, bah tiens, moi, dans mon expérience à moi, c'était très récent en fait. Le passage de mec timide qui n'a pas de succès, qui est frustré dans sa vie amoureuse, à quelqu'un qui a une vie amoureuse épanouie, c'était tellement proche que c'était super simple pour moi bah, d'aider des mecs en fait à franchir le Rubicon, tu vois. Je suis de l'autre côté, je leur tends le bras et je les aide, quoi. Donc, la première boîte que tu as montée, tu étais tout seul ou tu avais du coup un associé? Non, j'avais un associé et on a démarré comme ça à deux. Et on a eu cette approche, en fait, qui a été la bonne idée que de faire des vidéos sur YouTube. Et tu as été vraiment un des premiers à le faire dans ce domaine. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait déjà des gens qui avaient des chaînes YouTube, mais c'était vraiment, enfin, 2010, c'est pas le YouTube d'aujourd'hui. Déjà, il y avait moins de gens qui regardaient, et il y avait aussi beaucoup moins de choses à regarder. Donc, on s'est dit, quelle est la manière la plus simple pour apprendre à un homme à faire des rencontres? Bah, moi, je me suis dit, comment moi j'ai appris à faire des rencontres? Bah, par mimétisme. Déjà, c'est important de voir quelqu'un le faire et de dire, tiens, ça marche. Ou tiens, bah, parfois, ça marche pas aussi, c'est normal, des fois, ça marche pas. Donc, on s'est mis à faire ça, tout simplement. Je sais que la première vidéo qu'on a fait, on a juste été enregistré des. C'est pour te dire on a capté le truc petit à petit. On est allé filmer uniquement des images. Il n'y avait pas d'audio. C'est-à-dire qu'on a filmé moi en train de faire une rencontre. Je crois que c'était au Virgin Megastore, d'ailleurs, c'était au Virgin Megastore. Et on a juste pris les images comme des bolos. Parce que là, on s'est dit, bah tiens, ouais, on va montrer en image que ça marche. Et après, on s'est dit, mais attends, il n'y a pas le son, les gens, ils vont pas savoir ce que je dis, comment je le dis. Et de fil en aiguille, on a fait 2, 3, 4 vidéos, ça a marché tout de suite. Enfin, tout de suite, les vidéos, elles sont allées sur des. On a tout de suite trouvé notre audience, en fait. On n'a pas eu des scores type Norman, Cyprien, parce que
c'est pas une thématique qui intéresse tout le monde. Mais on a tout de suite eu 20 000, 30 000 vues avec plein de gens qui t'encouragent dans les commentaires. Et ça te met du kérosène dans ton réservoir, quoi. Et du coup, après, c'est ce problème du son qui manque, tu fais quoi? T'avais un système de micro qui était Ouais, tout simplement, caché? toi, t'as quelqu'un qui te filme de très loin. Ouais. La caméra, pour ainsi dire, elle est indétectable, c'est une caméra cachée. Et puis moi, je porte un micro scotché sur mes vêtements, scotché derrière mon col avec un. Il n'y a pas de synchro. Tu vois, à l'époque, on n'avait pas d'argent pour se payer des micros HF ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment avec une caméra à 200 balles de la Fnac et un micro à 50 euros, quoi. Hmm. Et après, tu refais une synchro derrière et voilà, tu as une rencontre en caméra cachée. Et voilà, c'était épatant parce qu'en fait, alors moi je détestais regarder ces rencontres-là parce que c'est toujours bizarre de se voir d'un œil extérieur, mais je comprends que ça plaît parce que même moi, quand je regarde des trucs sur YouTube, tu regardes les trucs d'investigation en caméra cachée, ça a toujours une saveur particulière. Hmm. Et du coup, ce format-là, il a marché tout de suite, donc vous l'avez reproduit. Tu as une idée de combien de vidéos tu as fait dans cette catégorie? Sur le format caméra cachée, je pense que sur YouTube, j'ai dû en faire pas loin d'une centaine. Je te dis ça de tête comme ça. Mais il y Ouais. a parce que j'avais calculé le chiffre parce que j'en ai fait qui était proposé gratuitement, du contenu gratuit, et j'en ai fait aussi sous un format qui était payant. Donc je pense que j'ai fait plus de 300, enfin entre 300 et 400 caméras cachées. Donc, le format payant que tu fais, c'était le Pass. Exactement, mais c'était une plateforme qui s'appelle Le Pass, qui existe encore, je pense, qui était. Voilà, en fait, tu t'abonnes, et tu reçois du contenu. Voilà, tu reçois du contenu. Chaque lundi, tu as une nouvelle vidéo avec une rencontre en caméra cachée. Et voilà, j'explique pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça. Et ça a été en fait, ouais, c'est une formation en réalité, mais c'était ma formation qui a le plus marché. Et tu te souviens du tarif et de comment il a évolué? Le tarif a évolué. En fait, si tu veux, on a suivi. On a eu une logique de dire, bah, on va associer le prix à la qualité. Donc, on a dû démarrer à un tarif ridicule, que maintenant, avec le recul, je considère faible, mais ça devait être 6 euros, 9 euros, enfin quelque chose. C'était sous les 10 euros, en tout cas, j'en suis certain. Et en fait, au fur et à mesure du nombre d'abonnés, de l'engouement des gens, de la qualité des vidéos, de la qualité du contenu résiduel sur la plateforme, qui grossit, qui grossit, qui grossit avec tous les bonus, tous les trucs qu'on rajoute, bah, le tarif, il a augmenté de façon linéaire jusqu'à atteindre les 15-20 euros. Et il est resté là. Donc, les gens payent leur abonnement mensuel, ils ont accès aux nouveaux contenus, ils ont aussi accès au contenu qui a été publié par le passé, ou c'est seulement ce qui arrive maintenant? Ouais, une partie en fait. Tu as un système de replay où tu peux redébloquer des vidéos. Parce que si tu veux, si quelqu'un voulait développer ce type de plateforme, ce serait pas logique d'arriver sur une plateforme comme ça et d'avoir accès à, je sais pas, par exemple, 2 ans de contenu que des gens ont payé via leur abonnement, alors que toi, tu viens juste de débarquer et que tu as en plus une période pour changer d'avis de 14 jours. Satisfait ou remboursé sous 14 jours. Et en fait, pendant 14 jours, tu peux regarder, je sais pas, 70 vidéos. Donc en fait, pour moi, quelque chose de plus logique, c'est j'ai accès au contenu que je débloque. Après, sur la plateforme, il y avait plein de contenus qui étaient déjà tout de suite accessibles. Mais en ce qui concerne les vidéos, ouais, on a mis en place un système de replay. Ok. Et est-ce que tu as une idée de la rétention sur ce thème-là? Parce que les gens me posent souvent des questions sur un système d'abonnement pour de la formation. Le principal problème, c'est qu'il faut que tu t'engages à recréer du contenu systématiquement. Donc, la question, c'est est-ce que tu ne serais pas mieux servi à vendre juste une formation pour un tarif qui est fixe, avec un engagement qui est fixe? Quel est pour toi le bénéfice de le faire sur un mode de continuité? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as encore ce business model qui tourne sur les sites dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ça en termes de rétention et de l'intérêt d'avoir ça sur un modèle récurrent? Est-ce que les gens restent? Combien de temps est-ce qu'ils restent? Tu as des idées là-dessus? Moi, je trouve que ce format de formation, il résout plein de problèmes. Le premier problème qu'il résout, ça pourrait être l'insatisfaction des personnes qui, par exemple, vont payer une formation fixe assez chère et qui va se faire sur plusieurs mois.
peut-être t'as plein de formations comme ça où peut-être certaines des tiennes. Alors je dis pas que les gens sont insatisfaits, mais en tout cas pour moi, c'est une question que je me pose. Je me dis bah oui, alors je pourrais vendre la même formation sur 6 mois à, je sais pas, à 600 euros, j'en sais rien. Et je me dis bah en fait avec ce format-là, la personne elle peut partir quand elle veut. C'est-à-dire que si tu as un tarif à je sais pas 10, 20 euros par mois, bah le mec il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une fois qu'il a la sensation que voilà il est resté assez, il a pas besoin de rester plus, ou alors il ne peut pas rester plus parce que j'en sais rien, ses finances ne permettent pas, ou j'en sais rien, enfin, il peut partir. Donc enfin, moi, psychologiquement, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce truc-là. C'est-à-dire que les gens ils vont, ils viennent comme ils veulent. S'ils sont pas contents, ils peuvent partir. Bah voilà, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des trucs et de dire, ah bah non, finalement, je suis pas satisfait. Bah, t'es content de pas avoir mis trop d'argent là-dedans. Moi, il y a un deuxième truc que je vois aussi qui est très important, c'est que quand je fais une formation fixe, parce que j'en fais aussi également, pour moi, c'est deux façons de faire qui sont très différentes. La formation fixe, tu vas travailler énormément en amont, c'est un peu c'est comme si tu lançais une fusée en fait. Je travaille énormément, boum, je tourne ma formation. Moi, je sais que quand je fais des formations, on va dire sans abonnement, bah, j'aime bien les faire face aussi à un public parce que ça me permet d'avoir une spontanéité, une élocution qui va être meilleure et c'est plus rapide à enregistrer que si je le faisais tout seul dans mon coin. Et en fait, une fois que c'est fini. Ta fusée, une fois qu'elle est lancée, terminée, elle est lancée, quoi. Si c'est un crash, c'est un crash. Ce que j'aime bien avec ces plateformes, c'est que tu réinventes ton contenu en permanence et tu ajustes et tu rectifies en permanence. Donc, ça me donne moi une possibilité pour satisfaire encore plus mes clients. Si je me dis, tiens, j'ai fait cette vidéo, tiens, j'ai bien expliqué, c'est pas mal, mais juste après, 2 jours après, j'ai une idée qui vient en plus. Bah, dans une formation fixe, je peux pas la rajouter, mon idée. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que dans une vidéo suivante, je vais reparler de cette idée que j'ai eue, quoi. Une impression que j'ai, en tout cas sur certains cas, c'est que les gens sont réticents à s'inscrire sur un système récurrent parce qu'ils se disent je vais devoir payer pendant X temps, etc. Ils n'ont pas la sensation d'exactement savoir combien de temps ils vont rester. Est-ce que toi, tu anticipes que ça, c'est une objection? Parce que vraiment, ce modèle d'abonnement récurrent grâce à une formation, il n'y a pas tant de gens qui le font, il n'y a pas tant de gens qui le font marcher. Et toi, tu es une des personnes qui le fait depuis longtemps et qui le fait marcher. C'est pour ça que je suis intéressé par ton avis. Il y a deux aspects. D'abord, cet aspect de je ne sais pas combien de temps je vais rester, combien de temps je vais devoir payer. Et l'autre aspect, c'est que si toutes les semaines ou tous les mois, j'ai une vidéo ou un module qui parle d'un certain sujet, comment je sais que le mois prochain, ça sera intéressant pour moi, tu vois. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des trucs qui vont moins m'intéresser, des trucs qui vont plus m'intéresser? Je ne peux pas choisir et je ne peux pas nécessairement avoir un sommaire ultra détaillé comme tu l'aurais dans une formation fixe avec l'ensemble des bullet points, le sommaire, tous les bonus, etc. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, déjà, je pense que ça, c'est du coup, c'est dans ton discours de vente, tu vas dire, tu vas mettre en place quelque chose où les gens se disent, ok, bon, j'ai tant de jours pour essayer. C'est-à-dire que moi, j'ai mis ça sur toutes mes plateformes. C'est-à-dire que tu viens, tu as 14 jours. 14 jours, tu peux te désabonner, tu ne payes strictement rien. Nous d'ailleurs, ça a un coût. D'ailleurs, t'as un coût d'annulation d'abonnement, tu perds les frais t'as des frais à payer, tu les perds. C'est pas grave. Je préfère avoir quelqu'un qui se barre et payer une petite dizaine d'euros d'abonnement résilié que d'avoir quelqu'un qui est mécontent et qui va m'envoyer des trucs dans le SAV puis qui va m'envoyer je sais pas combien de mails. Donc ça, il faut bien communiquer dessus, dire voilà, en plus, c'est un truc ça lève une énorme objection à l'inscription. C'est-à-dire que pour moi, je suis face à deux solutions. Soit j'achète un truc qui va avoir un coût conséquent, on va dire, je sais pas, plusieurs centaines d'euros, et j'achète un truc qui va avoir un coût qui va être autour inférieur à 30 euros. Déjà, c'est plus facile d'aller sur le plus petit prix, parce que tu dis, voilà, si jamais je me suis trompé, c'est pas grave, c'est 30 euros, c'est pas 300. Et ensuite, t'as en plus ce satisfait ou remboursé pendant un certain temps qui te permet de tester un peu la plateforme. Tu vas avoir accès à un peu de contenu, mais tu sais que la semaine suivante ou la semaine d'après ou le mois d'après, c'est pas forcément une récurrence hebdomadaire, mais tu sais que tu vas avoir du contenu similaire. Donc, je pense que c'est plus facile de s'abonner. Regarde, Netflix par exemple. C'est très facile de s'abonner à Netflix, de se désabonner, de se réabonner. Moi, je me suis abonné et désabonné 3-4 fois de Netflix. Ok. D'ailleurs, pas mal de gens essayent de faire le Netflix de la formation, mais c'est compliqué d'atteindre cette échelle où les gens sont garantis d'avoir un truc qui les intéresse. Tu as l'avantage de Netflix, c'est qu'essentiellement le contenu est infini, tu n'iras jamais au bout. Sur une formation, comme tu dois faire un choix à chaque fois sur les sujets, ça peut être... il peut y avoir ce côté, en tout cas, quelques personnes qui avaient fait des formules d'abonnement. Alors peut-être que les formules d'abonnement qu'ils avaient étaient moins bien définies que les tiennes aussi. C'est-à-dire sur le résultat final que les gens cherchent,
Et au final, la personne parle chaque semaine de différents sujets. Et si la personne, pendant 2-3 semaines, n'a pas des sujets qui l'intéressent, elle se dit, OK, pourquoi je paye pour ce truc alors qu'au final, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. L'autre aspect qui est intéressant au niveau de l'abonnement et qui, pour le coup, me semble extrêmement efficace, c'est tout l'aspect communauté. Je serais curieux de voir, toi, quel était l'aspect communauté entre les gens, entre les clients eux-mêmes sur ces formules à abonnement. Alors, l'aspect communauté, il est énorme et c'est un énorme, enfin, c'est un avantage de plus pour ce genre de plateforme. Maintenant, il y a un truc quand même que je veux aborder. Tu as mentionné le fait que oui, parfois, tu peux avoir 3-4 mois où c'est pas un sujet qui t'intéresse. En fait, justement, moi, la façon dont en tout cas, j'ai une plateforme d'abonnement payante pour un public féminin. Mais en fait, ma promesse sur cette plateforme, que je tiens, que j'essaye de tenir le mieux possible, c'est je vais répondre à vos questions. Donc en fait, chaque semaine, je vais faire une vidéo et dans laquelle je vais répondre aux questions de mes abonnés. Je peux répondre à 4 questions, 3 questions. Peut-être qu'à un moment donné, les abonnés elles vont voter pour une thématique qui les intéresse et je vois avec ce système de vote que c'est très plébiscité. Il y a 50 personnes qui veulent que je parle de comment casser la routine dans le couple ou comment reconquérir son ex. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais vraiment me pencher sur la question, sur une vidéo, voire même 2 vidéos d'affilée. Et puis ensuite, je vais reprendre un flux normal où je vais répondre aux questions et je vais avoir des réponses qui vont aller de 3 minutes quand c'est très simple, 10-15 minutes quand c'est plus complexe. Et je pense qu'en fait, chaque semaine, c'est assez varié en fait pour avoir forcément un truc qui va t'intéresser. Et comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue technique? D'un point de vue technique, si je vais avoir du mal à te répondre à ta question, ça c'est pas moi qui ai développé la plateforme, c'est mon associé, mais bon après ça reste une utilisation d'outils existants, de CMS existants, par-dessus lesquels tu fais de la customisation, tu utilises différents plugins, et puis voilà, t'as un plugin qui te permet en fait de faire du contenu récurrent, de gérer des abonnements. Qui te permet aussi d'avoir une sorte de communauté où les gens peuvent s'écrire, etc., etc. Enfin, ça, c'est des trucs clés en main. Et au niveau du choix des sujets, ils ont un espace où ils peuvent écrire leurs questions et ensuite les gens votent sur les questions qui les intéressent, un peu comme un système à la Reddit. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Tu as une page avec des questions. Ces questions, elles sont exprimées. Il y en a qui vont poser une question en 2-3 lignes, d'autres elles vont être peut-être un peu plus lyriques, elles vont te faire une question sur plusieurs paragraphes, plusieurs pages. Et après ces questions, tu as un système de vote par question. Et voilà, moi c'est hyper clair. J'arrive, je vois, ok, quelles questions ont été posées depuis la semaine dernière. Je regarde, je lis. Il y en a certaines, tiens, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est pas forcément la peine d'en reparler. Tu fais un choix et tu essayes de faire en sorte voilà, faut avoir une vision faut te souvenir de ce que tu as fait, faut essayer d'avoir une vision sur le long terme de ta plateforme en disant, tiens, à ce moment-là, je vais plutôt mettre l'accent sur cette question-là, quoi. Ok. L'aspect dont je voudrais qu'on parle là, c'est donc tu avais ce premier projet. À un moment donné, tu as quitté ce projet-là pour du coup faire cette nouvelle chaîne YouTube dont on a parlé tout à l'heure, que tu as commencé du coup les 3 au cours de l'année 2018. Ouais, c'est ça. Explique un petit peu pourquoi est-ce que tu as quitté cette première boîte. Ouais, je vais donner un peu une vision d'ensemble. En fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je suis devenu entrepreneur en 2010. Je suis passé de salarié à entrepreneur. En fait, d'ailleurs, au début, je me sentais pas entrepreneur, je me sentais plutôt artisan. Et je pense que je suis devenu entrepreneur au fil des années, mais ça s'est pas fait d'un coup d'un seul. Pourquoi artisan? Parce qu'au début, j'avais une compétence, un peu comme quelqu'un qui sait faire des violons, quelqu'un qui sait accorder un piano. Enfin, tu vois, ça peut être une compétence hyper pointue. Et cette compétence, pour moi, c'était d'avoir une habilité comme ça, aller parler à des gens que je ne connaissais pas et que ces gens me trouvent sympa, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à être artisan, puis je suis devenu petit à petit, plus ma boîte a avancé, plus t'as ces questions qui deviennent des questions d'entrepreneur. Donc j'ai eu ce premier projet qui a commencé en 2010 et qui s'est terminé fin 2017. Donc 7 ans. 7 ans où je m'adressais majoritairement à une audience masculine. J'ai commencé en 2016 à m'adresser à une audience féminine. Parce que, pas tellement parce que j'en avais envie, mais parce que ça s'est présenté à moi, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui suivaient mon public, qui suivaient mes contenus qui étaient dédiés à un public masculin, qui me posaient plein de questions. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais leur répondre aussi, c'est intéressant. Et je me suis rendu compte en fait que c'était très simple pour moi d'y répondre. Pourquoi? Parce que j'avais déjà coaché 4000, 5000 mecs en coaching.
Et du coup, j'ai toute cette expérience. J'ai pas ma seule expérience de mec à moi, j'ai l'expérience de tous ces mecs à qui j'ai travaillé, à qui j'ai posé des questions hyper pointues, que je connais bien. Donc c'était très simple pour moi de répondre aux femmes. Donc ça, ce truc-là s'est greffé naturellement. Et donc j'ai mis fin à ce projet fin 2017. Bah, si tu veux, ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Mais il y a plein de gens qui ont évoqué tout un tas de raisons un peu farfelues au moment où j'ai fait ça. Mais la raison, elle est fort simple. C'est-à-dire que quand tu démarres quelque chose et que tu es en association, enfin, ta société, elle a une durée de vie, que tu le veuilles ou non, elle a une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire que bah, nous, on voit des boîtes, on dit ah, Apple, machin, c'est Apple. Peut-être dans 100 ans, il y aura encore Apple. Bah, probablement pas. Il y aura peut-être plus Apple. C'est comme Thomson aujourd'hui. Je pense que tu dis Thomson à un ado, il va te dire c'est quoi Thomson? Alors que quand tu dis ça à mon père, bah, lui, c'était l'équivalent d'Apple. Donc, chaque société, elle a cette durée de vie limitée. Et il y a un moment où enfin, moi, je me suis dit, je vais changer parce que je sentais que j'avais fait le tour de la question, d'une part. Je sentais que j'avais envie de faire les choses différemment. Et justement, quand tu es en association, bah, les deux personnes sont dans le même véhicule qui va sur la même route, mais en 7 ans, bah, les gens, ils peuvent aspirer à autre chose, ils ont envie de faire les choses différemment. Il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des envies différentes. Une personne, elle peut avoir envie de développer d'autres projets, etc., etc. Donc, toutes ces raisons-là, elles ont fait que j'avais déjà cette envie d'avoir un peu plus de liberté. Et il y a eu en plus le fait que, à l'époque, j'utilisais un pseudonyme qui était une marque qui était déposée, où je représentais en fait la société, et donc je n'avais pas mon véritable nom. Et au début, ça me posait absolument pas problème. C'est-à-dire que quand tu démarres la première année, tu te dis bon, je sais pas trop où je vais, peut-être que je vais dans le mur, peut-être que dans 6 mois, je suis à nouveau à la défense avec vue sur le parvis à écrire des specs dans une SS2I. Donc ça me posait aucun problème au début, mais au fur et à mesure, année après année, j'avais envie d'être aligné avec moi-même aussi sur ce point de vue-là, parce que bah, y a des gens des trucs tout cons, hein, t'as des gens qui te suivent, qui te parlent, qui te cherchent sur Internet, qui te trouvent, qui te croisent dans la rue, et qui disent ah mais je sais, tu t'appelles pas comme ça, tu t'appelles comme ça, et tatati, et tatata, et j'étais pas très à l'aise avec ça. Donc je me suis dit voilà, j'ai senti que c'était le moment pour moi de faire un tournant, et ce tournant je l'ai pris avec ce choix qui est un vrai faux redémarrage à zéro, dans le sens où bah, j'ai quitté cette première société pour en monter une nouvelle, et finalement qui contient du coup plusieurs... Tu vois, j'ai fait plein de changements, c'est-à-dire qu'avant bah, j'avais une chaîne YouTube, il commençait à y avoir plusieurs thématiques et plusieurs audiences. Bah, en recommençant, je me suis dit, bah tiens, je vais faire différemment. Je vais séparer mes 3 chaînes YouTube, séparer mes 3 audiences et mes thématiques. Donc ça a été l'occasion pour moi des fois, tu construis un truc et tu dis, ok, j'ai construit un super truc, c'est arrivé, j'ai fait un truc de 5 ou 6 étages, c'est super, mais je peux pas rajouter des tâches supplémentaires parce qu'il y a telle limitation que j'avais pas pensé au début. Et ben moi, j'ai profité de ça pour me dire, bah tiens, c'est l'occasion pour moi de recommencer et de faire les choses différemment. Et c'est pas compliqué de repartir le lendemain sur YouTube et t'as 0 abonné, tu pars de 0 et tu dois tout reconstruire, l'algorithme, les vidéos, le catalogue. Alors, c'est pas compliqué, je dirais même que c'est stimulant. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais acquis en 7 ans, j'avais acquis de l'expérience sur YouTube. Et du coup, j'ai été beaucoup plus vite pour reconstruire. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Enfin, je vais donner un exemple tout con. Sur ma chaîne principale, j'ai mis 2 ans. Donc là, non, elle a moins de 2 ans. En moins de 2 ans, j'ai atteint 60 000 abonnés. Alors qu'à l'époque, il m'a fallu, je crois, 6 ans pour atteindre 60 000 abonnés sur ma chaîne. Donc en fait, tu vois qu'en redémarrant, il y a j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé les formats. Quand il était nécessaire de faire des trucs plus fréquents, j'ai fait des trucs plus fréquents. Donc en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à mon maximum dans mon ancien projet. Je croyais être à mon maximum et je me suis rendu compte qu'en réalité, je pouvais faire bien plus. Et j'ai fait bien plus. En termes de quoi? De qualité du contenu, de croissance? Bah, en fait, la croissance, c'est un signe pour moi, c'est un signe que tu vas dans la bonne direction. Bah, en fait, je me suis mis déjà, pour redémarrer, tu redémarres, tu crées une nouvelle chaîne, il y a 0 abonné sur cette chaîne. Alors forcément, t'as les potes, t'as les machins, t'as les gens qui te connaissent, qui vont se réabonner, ça te fait un petit reliquat de 500 000 abonnés comme ça au début. Mais je me suis mis tout de suite à faire des vidéos hyper fréquentes et d'essayer de tout de suite d'avoir, voilà, enfin tu vois, j'ai fait un gros travail
travail en termes de temps consacré, déjà, j'ai peut-être multiplié par 20 le temps consacré à YouTube. Je crois que janvier, février, mars, avril, mai, enfin, toute la première partie de 2018, je faisais quasiment une vidéo par jour pour le coup. Et ça m'a permis vraiment de lancer la machine. Parce que tes vidéos, ensuite, elles font un travail derrière. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'ailleurs de regarder comment fonctionne YouTube. Tu peux faire une vidéo, par exemple, là, je sors une vidéo sur une chaîne où j'ai 60 000 abonnés, et mettons que elle va être vue 30, 40 000 fois, ce qui n'est pas un si mauvais score. C'est-à-dire qu'une bonne partie de mes abonnés l'ont vue, et hop, elle va plafonner à ce score-là. C'est-à-dire qu'elle est sortie, elle a été présentée à mes abonnés, et ensuite, cette vidéo, tu vois qu'elle stagne un petit peu pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, alors qu'en réalité, elle a eu une très bonne performance en termes de likes, en termes de watch time. Et d'un coup, paf, tu vois qu'elle rentre dans une espèce de tourniquet algorithmique, parce que d'un coup, tu vois la courbe qui part sans trop d'explications. Et ça, bah, pour moi, c'est l'algorithme YouTube qui a sa part de mystère, mais c'est que je pense que de temps en temps, ils disent tiens, cette vidéo-là, boum, je la prends et je la teste. Hop, il se trouve que la vidéo, elle marche bien, et ta vidéo, elle passe de 30 000 à 100 000 en l'espace de quelques jours, quoi. Et elle te génère... moi, j'ai des vidéos qui m'ont généré près de 10 000 abonnés, une seule vidéo. Et ça, c'est pas sur toutes les vidéos, du coup. Et il y a un côté de tu sais pas exactement laquelle va décoller. C'est ça. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est important de beaucoup publier. En fait, moi, j'aime bien ce système parce que, comme je ne sais pas quelle fusée va réussir à atteindre la Lune, bah, je vais lancer plein de fusées. À un moment donné, il y a une fusée qui va atteindre la Lune, mais c'est tellement complexe entre le titre de la vidéo, la vignette qui joue, enfin, ces deux trucs-là, ça joue. Je sais que toi, tu travailles beaucoup dessus. J'ai vu ta newsletter sur le sujet où tu vas faire un choix entre 10, 15, 20 titres pour trouver le bon titre. Rien que ça, déjà, ça fait que les gens vont cliquer dessus. Ensuite, il y a le fait qu'ils cliquent. Ensuite, il y a le fait qu'ils regardent. Donc, en fait, t'as ces deux jeux qui se succèdent. Et tu peux pas scorer à tous les coups. Sauf si du coup, tu penses vraiment le truc et tu mets vachement de temps et tu réfléchis. Mais moi, je préfère publier beaucoup en me disant, voilà, des fois, je vais faire une vidéo, elle fait 3 minutes, on sait pas, elle va peut-être cartonner, alors qu'en fait, toi, tu as mis 2 heures à la faire, la vidéo. Tu as des vidéos aussi courtes qui marchent. Moi, je mise de plus en plus sur les vidéos longues. Ouais, bah, j'ai des vidéos courtes qui ont marché. Enfin, j'ai des vidéos qui m'ont pris vraiment... je les ai tournées quasiment intuitivement. C'est-à-dire, tiens, on va parler de ça, boum, on met la caméra, on enregistre, et la vidéo, elles ont fait des super scores. Maintenant, ton approche de vidéo longue, je pense que toi, par exemple, elle te correspond vachement, cette approche-là. Mais il y a aussi un aspect de watch time, tu vois. C'est-à-dire que sur le watch time que je vais aller cibler, je pense que même si je chialais à fond une vidéo de 5 minutes, je ne sais pas comment la faire décoller. Alors qu'une vidéo de 15 minutes, je sais comment aller la placer. Parce qu'il y a la place, en fait, d'avoir ce watch time de 8 minutes, 9 minutes, 12 minutes. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, si toi t'es parti sur des vidéos plutôt longues et que d'un coup d'un seul tu passais une vidéo de 2-3 minutes, il y a des chances déjà que ton public il ne retrouve pas ce qu'il a fait s'abonner à ta chaîne. Ouais, clairement. Et qu'ils se disent ah, c'est nul, je vais mettre un dislike, c'est naze. Mais de l'autre côté, tu vois, là, je suis en train de tester. Au moment où on enregistre le podcast, la vidéo n'est pas sortie, mais je suis en train de tester pour le coup des vidéos vraiment plus longues, en mode 40 minutes, 1 heure, tu vois, mais dans le style de ce que je fais, très écrit, etc. Donc ça, c'est une expérience. Mais en fait, le point de données que j'ai, c'est qu'au début de l'année 2019, j'ai sorti une vidéo qui dure 56 minutes. Et c'est une vidéo qui avait bien marché au moment où elle est sortie. En plus, c'est une vidéo de vente sur une formation. Et cette vidéo, c'est devenu un moteur, quoi. Cette vidéo, maintenant, elle a probablement plus de 130 000 vues. Et en fait, elle fait genre 1000 vues par jour. Et c'est la première fois que j'avais une vidéo aussi longue qui faisait ça. Mais vraiment, tu vois que le watch time est là, le taux de clic est bon. Et du coup, c'est une vidéo qui va driver la chaîne sur le long terme. Tu vois. Et donc, du coup, je mise de plus en plus sur cet aspect. Moi, en termes de qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo va vraiment décoller, je le réduis vraiment à 2 éléments. C'est maintenant, je teste les vidéos un peu plus longues. Et l'autre aspect, c'est d'avoir un truc dans la miniature que les gens connaissent déjà. C'est pour ça que ça va souvent être des vidéos d'analyse, la vidéo PNL, la vidéo sur How to What the Fake et l'affaire du lama fâché. C'est des vidéos qui ont été construites pour te dire il faut que la vidéo dure plus de 15 minutes et en plus qu'elle parle d'un truc que les gens connaissent. C'est un peu les 2 ingrédients pour moi par rapport au contenu que je produis qui permet de le faire. Après, tu as des surprises. Évidemment, moi, les surprises, c'était genre
exactement ce que tu disais, ma vidéo sur Better Call Saul. Elle est sortie, elle avait bien marché, mais pas ouf, parce que c'est pas non plus une série que tout le monde connaît. Et 6 mois plus tard, elle s'est mise à exploser et elle a gagné. Elle avait probablement fait à l'origine quelque chose comme 60-80 000 vues et elle a explosé et en 2 semaines, elle avait fait 600 000 vues. Comment expliquer qu'à ce moment-là, la vidéo a commencé à décoller? C'est impossible, tu vois. Est-ce que c'est un changement d'algorithme? Est-ce que c'est un truc, d'un coup, il y a un clic qui se fait sur une vidéo qui, a priori, n'était pas non plus sur le sujet le plus bankable du monde. C'est pas non plus le Loup de Wall Street. C'est pas un truc que tout le monde connaît. Voilà, il y a des effets intéressants. Et pour le coup, là, il y a une part d'aléatoire où j'ai pas de théorie qui t'explique à quel moment est-ce que la vidéo décolle. Bah, moi, j'ai pas de théorie non plus, mais en fait, avec ce que tu me dis, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu sens que dans l'algorithme YouTube, il y a une partie qui dit à un moment donné, qui prend une vidéo qui était en train de rien faire, c'est-à-dire qu'elle elle avait atteint ton audience sans plus, il la prend et il la teste, il la pousse. Et tu sens vraiment qu'il y a cette poussée derrière. Ça veut dire que la vidéo, elle a été mise en recommandation sur le côté, ou alors elle vient en fil d'une vidéo de je sais pas quelle autre personne qui a une grosse audience et les audiences matchent bien. Tu vois, souvent tu regardes un truc et puis tu te retrouves tout de suite, YouTube te propose autre chose d'une autre chaîne derrière. Et voilà, et ça, il y a un mystère là-dedans, lesquels il choisit, pourquoi, ça on sait pas trop. Mais moi, du coup, le fait de publier beaucoup me permet de. Je regarde par exemple la chaîne des femmes, je vais faire 2, 3, 4 vidéos qui vont faire des scores OK, et boum, la cinquième, paf, elle part. Pourquoi? C'est peut-être la thématique, c'est peut-être l'algo YouTube, c'est peut-être machin. Et donc je recommence et je vais chercher à nouveau cette vague. Et voilà, je me plante parfois, mais comme je produis beaucoup, en fait, au final, ma chaîne, elle a une croissance puisque tu as toutes les vidéos qui poussent derrière. C'est pas la même chose d'avoir 10 vidéos qui poussent derrière que d'en avoir 40, 50, 60. C'est-à-dire que si tu en as 60 même qui font 100, 200, 300, 400 vues, bah, en fait, tout est exponentiel, quoi. Et pour réagir sur ton petit, j'avais juste envie de réagir sur ton format long. Moi, je suis super curieux de voir ce que ça va donner si tu fais une vidéo qui fait 40 minutes. Moi, je trouve que, par exemple, moi, tes vidéos, je les approche comme quelque chose que je vais regarder sur Netflix, justement. Il y a un effort de montage, il y a un effort de réalisation, c'est agréable à regarder. C'est tout à fait le genre de truc, on peut se mettre dans son canapé et on se dit, tiens, je vais regarder ça. Ça va me prendre du temps, ça va pas non plus me prendre trop de temps. C'est pas un truc de trois. Enfin, tu vois, c'est OK. Euh, une vidéo de 3, 4, 5 minutes, t'es frustré. Maintenant, si cette vidéo de 3, 4, 5 minutes, elle t'a donné un truc où c'était énervé, c'était énergique, et tout de suite, bam, ça t'a expliqué un truc, et là, tu fais waouh, super, trop content. Et ça a provoqué une émotion chez toi, bah, c'est cool. Mais sur les vidéos que toi, tu vas écrire, ce qui est bien, c'est que tu as une narration, tu as une explication, tu as une belle réalisation, tu as des images, tu décortiques et tout. Donc, tu vois, c'est comme quand tu vas regarder, quand tu vas en cours et que tu vas suivre un professeur intéressant, tu vois, on a tous connu ça, tu dis, ah, je m'assois, tu vas à son cours comme si tu allais au ciné, quoi. Et ça te correspond bien parce que justement, tu as une façon de raconter, d'analyser, de prendre point par point et de rentrer. Et les gens ne voient pas tout de suite où tu veux aller, ce que tu veux leur montrer. Et donc effectivement, ça doit être compliqué pour toi ça serait compliqué pour toi de faire des vidéos plus courtes parce que tu jouerais peut-être pas sur tes qualités. Parce que je pourrais pas avoir ce niveau d'analyse. De toute manière, moi, la deuxième raison pour laquelle je fais des vidéos longues et des vidéos aussi chiadées, bon, il y a l'aspect où ça correspond à ce que je fais, il y a l'aspect où je mise sur le watch time, où il y a un argument algorithmique. Il y a pour moi clairement un argument compétitif, c'est-à-dire que moi, je vais faire des vidéos que personne d'autre n'est capable de faire. Parce que personne d'autre ne passe une semaine à écrire une vidéo. Je suis le seul à faire ça. Donc au final, je parle de sujet dont personne d'autre ne parle, parce que aller faire une analyse en profondeur de tel ou tel youtubeur ou de PNL ou de machin, personne d'autre ne va les faire. Et donc du coup, je publie peut-être moins, mais en tout cas, le contenu que je publie, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Donc tu es presque obligé d'être abonné à ma chaîne pour avoir ce type de contenu. C'est pas comme si tu pouvais avoir les mêmes conseils autre part, donc il y a un enjeu stratégique là-dessus. L'aspect qui, du coup, pour moi, joue, c'est que tu parlais là de publier pas mal de contenu. Plus tu publies de contenu, plus tu prends de tickets. Moi, je prends relativement peu de tickets. Cette année, j'ai dû publier environ une vidéo par mois, mais pas beaucoup plus. Ça veut dire que les vidéos, il faut qu'elles marchent. Et donc, du coup, je regarde beaucoup en arrière de ce qui fonctionne pas. J'apprends de mes formats, je fais itérer. C'est aussi pour ça que je vais de plus en plus vers des vidéos longues, parce que j'ai réalisé que les vidéos... Parfois, tu vois, au départ, je faisais des vidéos, je visais plutôt 12 minutes. Mais parfois, il y a une vidéo qui est juste plus longue parce qu'il y a plus de choses à dire et elle arrive et elle fait 17 minutes, elle fait 22 minutes. Et c'était des vidéos qui marchaient bien et qui allaient vraiment driver la chaîne. Et donc, j'ai commencé à comprendre, OK, faut que j'aille sur les vidéos plus longues. Et aujourd'hui, 12 minutes, ça me semblerait court. Tu vois, si j'écrivais une vidéo de 12 minutes, je me dis c'est peut-être un peu léger.
Et du coup, c'est vraiment un aspect itératif de OK, qu'est-ce qui fonctionne pas. Toi, est-ce que tu reviens sur tes vidéos et tu dis OK, généralement les vidéos qui ont tel mot-clé, elles marchent, et généralement les vidéos qui parlent de tel sujet, qui jouent sur telles émotions, est-ce que c'est un truc que tu regardes particulièrement ou est-ce que tu le fais à l'instinct? En fait, non. Ce qui est intéressant avec YouTube, en fait, c'est que tu as un énorme un observatoire énorme. Par exemple, si tu changes de langue, tu dis, tiens, bah, moi, je veux faire une vidéo, j'ai une idée sur ce thème-là. Déjà, tu vas pouvoir vérifier ce qui a déjà été fait avant et ce qui a marché. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, prendre... moi, je fais des vidéos en français. Bah, je peux aller regarder les pays, enfin une vidéo en anglais qui va être une audience fois je sais pas combien, et tu regardes, bah tiens, cette thématique, elle plaît plus que cette thématique. Bah déjà, tu peux faire des petits tests comme ça où tu peux regarder, parce que moi, je fais des choses qui sont assez intemporelles en fait. Tu vois, si je vais te donner des exemples de titres de vidéos, mais pour une audience féminine, je vais te dire, tiens, comment savoir que mon mec est amoureux de moi, des signes qui montrent que mon mec est amoureux de moi. Donc, tu vois, c'est des trucs, c'est valable aujourd'hui, c'était valable hier, ce sera valable demain. Il y a moins cette notion de hot topic où tu dis, tiens, là, quand tu parles, par exemple, tu dis, tiens, je vais faire un truc sur le lama fâché, ou la pub Gillette que tu as fait, bah, tu réagis à quelque chose où il y a déjà un spotlight dessus, et du coup, c'est intéressant enfin, tu bénéficies aussi de ce côté-là. Et donc, moi, je peux aller regarder comme ça un peu ce qui plaît ou déplaît. C'est déjà une grosse indication pour moi. Tu peux avoir un peu des idées en termes de titres également. Puis, et puis voilà, enfin, j'ai oublié ta question pendant que je parlais, mais parce que je réfléchissais en même Est-ce que temps. tu analyses les vidéos que tu as publiées Ah par ouais, le passé pour vraiment exact. comprendre ce qui fonctionnait? Est-ce que tu en apprends des trucs? Est-ce que tu en tires des leçons Ouais, ouais, ouais. qui sont En termes concrètes? en termes de format, par exemple, bah, quand j'ai redémarré, début 2018, sur ma chaîne principale, j'ai un peu essayé de tout. Et d'ailleurs, c'est la chaîne où j'ai essayé le plus de choses. Et je considère que j'ai pas encore complètement trouvé mon format. J'ai fait des petites vidéos, j'ai fait des vlogs, j'ai fait un petit peu de tout. Je voulais voir ce qui marchait parce que y a- c'est une chose de dire, ah ouais, les vlogs, ça marche vachement bien. Oui, mais ça marche vachement bien parce que telle personne, elle sait bien les faire. Ça correspond à sa personnalité et ce qu'elle va montrer dans ses vlogs. Après, voilà, on a tous des trucs qui nous correspondent ou des formats sur lesquels on va être meilleur. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, en fait, le format qui me correspond le plus, en fait, c'est peut-être quand je fais. C'est plutôt des trucs, on va dire, autour d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, quand je suis en face cam avec une façon de m'exprimer qui est pas trop écrite, c'est-à-dire que je vais avoir des idées, je vais avoir des bullet points, mais c'est pas trop écrit non plus. Comme ça, enfin, tu vois, j'arrive à faire ressortir ma personnalité dans ce que je dis, et puis avec un peu de montage derrière, mais j'ai essayé plein de choses. Et alors, je me suis rendu compte, par exemple, que le format vlog, pour moi, ça marchait mal. Ça marche mal au niveau de la perf ou t'es pas content de la qualité? Ouais, ouais, ouais. J'étais pas enfin, j'adorais l'expérience de faire des vlogs. C'est assez rigolo à faire. Mais en termes de, oui, toucher une audience qui ne me connaît pas, c'était zéro. C'était très satisfaisant pour les gens qui me suivaient et qui, quelque part, étaient contents de me retrouver et passer un peu de temps avec moi et voir où j'étais, ce que je faisais, ce que je racontais. Mais les personnes qui me connaissaient pas, elles arrivent là-dessus, ils se disent ouais, c'est quoi, enfin, où ça va, ça répond pas à une problématique. J'avais beau essayer de mettre dans mes vlogs des réponses à des questions ou des réflexions que j'avais, bah le chemin pour que les gens s'y approprient était beaucoup plus court quand j'étais face à la caméra, pas avec un brouhaha derrière, clair, net et précis, et éventuellement avec un peu d'image, un peu d'humour pour illustrer. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu t'organises en termes de montage? Notamment le vlog, c'est assez intensif en termes de post-prod. Bah, moi, c'est simple, je monte rien. C'est-à-dire que je trouve des idées, je filme, j'enregistre. Si je suis pas content, je réenregistre. Voilà, c'est bon. Mon enregistrement, il peut me durer 20 minutes pour une vidéo de 12 minutes, comme il peut me durer 3 heures parce que j'étais pas bien, j'étais pas dedans, j'étais pas content. Et une fois que j'ai fait ça, moi, mon travail, il est terminé. Ensuite, je vais avoir un monteur. Pour moi, c'est super important de s'entourer parce que je pourrais pas faire tout ça si c'était moi qui devais me cogner tout le travail. Et je pense qu'en plus, ça me plairait même pas et quelque part, je vais pas dire que ça me dégoûterait, mais en fait, ça m'empêcherait
d'avoir envie de recommencer. Donc, je vais avoir un monteur qui va faire un découpage, un machin, et ensuite, je vais avoir Thomas qui bosse avec moi, qui est mon associé, qui lui, il va plutôt s'occuper de tout ce qui est le titre de la vidéo, la vignette de la vidéo, à quel moment je la sors, qui peut retoucher un peu au montage, parce qu'il est super bon en montage, il va rajouter des choses que notre monteur, qui est un peu junior, il va pas savoir faire. Et voilà, la vidéo, elle est partie. Et moi, pendant tout ce temps de montage, etc., bah, je suis en train de faire un coaching où je suis en train de... Enfin, tu vois, je suis en train de travailler avec mon... Je suis en train de faire un travail qui va être rémunérateur. C'est quoi du coup le rôle de Thomas? Bah, Thomas, si tu veux, c'est mon bras droit. Il va faire de la réalisation. Il va faire un petit peu de montage. Il va faire il va s'occuper aussi de la technique. Tu parlais tout à l'heure, oui, les plateformes, comment ça fonctionne, machin. Bah, faut quelqu'un derrière qui met ça en place, qui surveille les sites web, etc., qui s'assure que tout marche bien. Donc voilà, il va vraiment avoir un rôle transverse comme ça. Il va s'occuper un peu enfin, il va s'occuper pas mal pas mal de choses qui sont plutôt artistiques et pas mal de choses qui sont techniques à la fois. Donc c'est vraiment c'est un mec en or, c'est un couteau suisse. Et voilà, ça fonctionne bien entre nous parce que justement, on s'est bien réparti les tâches et il y a pas un questionnement en disant qui fait ça, quoi. Et tu parles à l'instant du coaching, c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure et que je serais curieux d'avoir la réponse à ça, c'est quelle est la répartition au niveau du chiffre d'affaires entre la partie formation, les systèmes abonnements et la partie coaching que tu fais à l'heure ou au forfait? Je pense, j'ai pas de chiffre précis en tête, mais je pense qu'on est sur un peu plus d'un tiers de coaching en termes de rémunération et, et un petit peu moins de deux tiers de formation, de produits numériques, on va dire. D'accord. Donc ça reste une part assez importante sur le produit mec. C'est une part qui est très importante. J'ai jamais eu l'idée d'arrêter le coaching. Pourquoi? Parce que, enfin, et le coaching, c'est clairement épuisant. C'est-à-dire que, enfin, je pense, il y a plein. Aujourd'hui, je vois des nouveaux coachs arriver chaque jour dans mes annonces sponsorisées sur Facebook, des mecs qui sortent de nulle part. Je me dis, mais d'où viennent tous ces mecs? Parce que pour moi, le coaching, c'est un truc, enfin, ça met du temps. Enfin, moi, j'étais pas bon au début quand j'ai commencé dans le coaching. C'est-à-dire, c'était pas mon métier, c'était pas mon truc. Après, il se trouve que j'ai travaillé ça. Mais ça prend de l'énergie. Parce qu'en fait, les gens viennent, ils ont une problématique. Et toi, tu es sans filet face à eux et tu dois résoudre leurs problèmes. Tu vois, je sais pas, j'ai eu un coaching l'autre jour. La nana, bim, elle s'est séparée enfin, son mec s'est séparé d'elle. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, elle est dans un état émotionnel. Quand tu termines ça, souvent, tu es un peu lessivé. Mais j'ai jamais eu l'intention d'arrêter parce que pour moi, ça me permet d'être en contact direct avec mon audience, ce qui est la chose la plus importante. Je vois vraiment les problématiques des gens parce que quelqu'un qui vient et qui dit je paye un coaching comme j'irais payer une séance chez un psy ou quelque chose comme ça, bah, c'est quelque chose qui est très important aux yeux de cette personne. Donc ça me permet de voir les problématiques des personnes, comment, à quoi elles réagissent bien, quelles explications marchent le mieux, etc., etc., et d'avoir la satisfaction de sentir que j'ai aidé, réglé le problème. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que d'avoir quelqu'un derrière qui dit ouais, j'ai ça tout le temps. T'as des mecs qui me disent ouais, j'ai rencontré ma meuf grâce à toi, tiens, je me suis marié, nanana, avant je suivais tes vidéos, ta. Enfin, c'est génial. Et ça me vient en grande partie du coaching aussi parce que t'as plus de distance avec ton audience quand tu fais un contenu gratuit, même si eux te voient dans leur salon, te voient dans leur téléphone, mais moi je leur parle pas directement. Donc c'est super important pour moi, ça me permet vraiment d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir, même d'imaginer des formations. Et tu disais que ça demandait beaucoup d'énergie de faire le coaching. C'est quoi ton niveau de capacité en coaching? Tu peux faire combien d'heures par jour de coaching avant d'être complètement au fond du trou? Ponctuellement, je peux faire énormément, mais sur la régularité, si je dépasse les 3 heures, si je dépasse les 3 heures de coaching quotidienne, je vais être séché. Au bout d'un moment, je vais être séché. Donc j'essaie de garder, à moi justement d'ajuster, de dire tiens, là je vais en faire, je vais me forcer pour en faire moins. Et parfois, bah, il y a des moments où je dis tiens, bah, regarde, là par exemple, juillet-août, j'ai fait beaucoup de coaching. Pourquoi? Parce que c'est les vacances, il y a un tel de mon équipe qui est en vacances, machin. Donc tu dis ok, je vais ralentir un peu le reste et là je vais faire plus de coaching. Surtout qu'il y en a certains que je peux faire à distance, donc je peux en faire un le matin à 8h et un le soir à 17h. Et tu sens quand tu fais comme ça, tu sens moins le truc, quoi. Et comment est-ce que tu régules
ce niveau de demande, puisque les gens peuvent t'acheter des coachings comme ça sur le site. Est-ce que tu les fermes? Est-ce que tu joues sur les prix pour limiter la demande? Comment est-ce que tu gères ce flow-là? Bah, je peux faire plusieurs choses. Je pourrais effectivement jouer sur les prix. Je peux effectivement fermer. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que je suis en phase de croissance. Donc en fait, je vais atteindre mon maximum par le dessous. Et il y a surtout une chose qui est évidente, mais à laquelle je vais probablement venir, c'est tout simplement former une autre personne pour pouvoir absorber ces coachings qui sont un véritable besoin, et cette personne, l'avoir à côté de moi dans mon bureau, entendre ce qu'elle dit, la former, etc. Et du coup, pouvoir faire tous ces coachings sans forcément changer le prix, sans forcément fermer. Tout ça, c'est un petit peu frustrant. Donc, ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en équilibre, je suis bien. Tu avais parlé du coup à l'instant de comment tu pourrais former une personne en coaching. Juste avant, tu avais dit qu'au départ, tu n'étais pas bon en coaching. C'est quoi les éléments que tu as appris qui t'ont transformé de je suis quelqu'un qui a une compétence à je suis quelqu'un qui sait coacher? Qu'est-ce qui fait que de toi un bon coach aujourd'hui? En fait, il y a une chose qui est très importante déjà, déjà, il faut être très patient. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es face à une personne, si tu veux, il faut pas tomber dans le piège cette personne qui vient me voir, je vais avoir trop d'empathie pour cette personne, Tu vois, si tu vas trop dans l'affect avec cette personne, il faut trouver la bonne distance. Ça, c'est le truc qui est pas évident. Et ça, ça a été testé avec une foule de clients pendant 10 ans, à savoir ceux que tu les laisses t'approcher trop près de toi, ou alors si tu les tiens trop loin de toi. Donc ça, c'est réussir à trouver où mettre le curseur. Euh, Après, voilà, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut être très patient parce que tu as une personne en face de toi. Cette personne, je sais il y a plein de personnes qui pourraient pas faire du coaching uniquement pour cette raison, parce que ils veulent parler tout de suite, ils veulent s'exprimer, ils veulent dire ta 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 ta. Non, non, mais c'est bon, j'ai trouvé le problème. Tu vas faire ça, 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 ça. Mais la personne en face, elle a besoin d'être écoutée. Ça fait partie du coaching aussi, ce truc-là. Il faut quand même avoir de l'empathie pour les gens. Il faut être capable de se mettre à leur place, parce que ils vont te parler de leurs histoires avec des émotions qui leur arrivent en ce moment. Toi, ces émotions, tu les ressens pas. Que ce soit quelqu'un qui soit au cœur d'une rupture, ou alors un homme, par exemple, qui dit tiens, bah, moi, je veux aborder, mais j'ai peur d'aller aborder. Bah, moi, j'ai pas peur d'aller aborder. Donc, en fait, tu pourrais être un peu agacé. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais, mais non, c'est facile. Regarde, tu fais ça, ça, ça. Oui, mais toi, tu sais le faire. Donc, en fait, il faut réussir à être patient, avoir de l'empathie. C'est pas forcément, faut pas vivre la même émotion que le mec ou que la meuf. Faut pas rentrer sur cette même vague, mais faut la comprendre à minima. Et puis ensuite, pour moi, c'est la répétition aussi. Tu deviens bon dans quelque chose quand tu en fais un certain nombre d'heures. C'est-à-dire que tu fais de la guitare. Bah ok, si tu fais 50 heures de guitare, tu es toujours mauvais en guitare. Si tu fais 10 000 heures de guitare, il y a des chances que tu t'approches d'un niveau excellent, et peut-être, j'en sais rien, peut-être que tu puisses jouer sur scène ou quelque chose comme ça. Et donc la répétition, face à des gens, il y a un travail inconscient qui se fait où voilà, tu retrouves des personnes, toi, tu as des chemins que tu as pris plusieurs fois, et tu sais que ça va t'emmener là où tu veux aller. Et tu dirais que sur un appel de coaching euh, d'1 heure, par exemple, est-ce qu'il y a une structure que tu vas suivre? Par exemple, je commence par poser un certain nombre de questions, ensuite je vais apporter des recommandations, je vais discuter avec la personne. Est-ce qu'il y a une structure que tu suis, un arc, ou est-ce que c'est au feeling sur le moment la question que je vais poser parce que je sens que c'est ça dont la personne a besoin? Bah, en fait, si tu veux, pour dire les choses simplement, sur une séance de 1 heure, le coaching, il se fait en deux parties. La première partie, moi, je vais avoir à cœur de vraiment cerner la personne et de ne pas m'arrêter à ce que la personne va me dire. Parce que ce que la personne va me dire, c'est un choix. Elle a dit, tiens, bah, je vais expliquer mon histoire de telle manière. Tu vois, elle va cacher des informations, elle va choisir de montrer d'autres informations. Donc moi, il faut que je fasse un tri là-dedans. Donc il faut que, en même temps, j'ai du factuel. Donc par exemple, une personne me dit, voilà, j'ai rencontré ce garçon il y a 6 mois, il s'est passé ça, 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 ça. Donc je vais être avec mon crayon, avec mon papier, je suis à côté, je me fais une fiche par client et je vais noter tout un tas d'informations factuelles. Et ensuite, je vais tout ce travail. Je dirais que ça me prend peut-être 20 bonnes minutes facilement de démêler un peu tout ce truc entre ce que la personne veut me raconter et la réalité. Donc parfois j'ai besoin d'éléments factuels, comme de voir les SMS de la personne. Ça m'apprend énormément de choses parce que là du coup je suis vraiment dans le truc et je vois vraiment ce qu'elle a écrit, ce que l'autre personne a répondu, et je vais poser des questions assez précises sur ah bah tiens il t'a dit ça, t'as réagi comment? Ah bah j'ai dit ça. Si j'avais pas posé ces questions, enfin chacune de mes questions va m'apporter des éléments nouveaux qui peuvent venir faire changer complètement mon plan d'action derrière. Donc je creuse beaucoup.
il y a cette partie où je creuse beaucoup la personne pour vraiment avoir une idée claire et ensuite un plan d'action en disant voilà, à la fois je t'explique en essayant d'avoir l'explication la plus compréhensible possible. Et pour ça, j'utilise énormément les comparaisons, les métaphores, les choses comme ça. Les gens, ça marche énormément sur eux, en fait, de dire, d'avoir un truc auquel ils peuvent s'identifier. Et ensuite, je dis, voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vérifie à chaque étape que la personne, elle est OK avec le plan d'action que je suis en train de lui donner. Et j'essaie de mettre en place des garanties que ce plan d'action fonctionne en engageant la personne en disant, OK, donc ce soir, tu fais ça, d'accord. Ensuite, tu vas m'envoyer un mail, tac, tac, tac. Enfin, tu vois, j'ai un suivi derrière où j'attends de la personne qu'elle m'écrive. On voit ça ensemble avec, voilà, si c'est passé ça, tu m'écris un mail. Si c'est passé ça, tu m'écris un mail. Je veux avoir un retour de toi, nanana. Pour que les gens, ils aient cette... parce qu'un coaching, tu es au téléphone, tu peux rentrer chez toi ou tu peux dire ouais, ok, c'était sympa, je vais pas le faire. Ce qui marche vraiment, c'est de faire la chose. Donc j'essaie d'engager un maximum les personnes. Et dans ce cas-là, ça fait partie de ton offre, tu as un suivi par email, tu continues à répondre parce que l'anxiété que j'aurais par rapport à ça, c'est que la personne va m'envoyer un email, je vais lui répondre et au final, on va se retrouver dans une conversation par email qui va continuer. Comment est-ce que tu gères ce côté-là de comment est-ce que tu cadres l'interaction avec la personne? Ça, c'est à la fin de la séance, je briefe un peu la personne sur qu'est-ce qui va se passer après. Parce que je fais pas une formule avec 10 séances. Moi le but du jeu pour moi, c'est une personne vient, je l'aide, elle est satisfaite. C'est pas comme quelqu'un, tu vois, qui va suivre une thérapie. Je vais chez le psy, je sais quand ça commence, mais peut-être que j'y suis encore dans 15 ans, quoi. Et je suis peut-être pas toujours au même point, mais j'ai plein de nouvelles problématiques. Donc en fait, moi je veux que la personne elle fasse un minimum de séances de coaching avec moi et que ça marche le mieux. Donc à la fin de la séance, je dis voilà, écoute, ce qui va se passer c'est simple. On a vu que tu allais faire ça, tu vas m'écrire machin. Si tu as une question suite à ça, moi le mail qui vient derrière, il fait partie de la séance. C'est-à-dire que j'explique à la personne que je vais pas pouvoir t'écrire 15 pages. C'est pas possible. Par mail, je vais pas pouvoir prendre 1 heure pour répondre à un mail. Donc c'est simple, il faut que la personne elle fasse un effort d'être synthétique. Et moi, je fais aussi un effort d'être synthétique derrière, mais de répondre. Donc je vais donner, il n'y a pas de limite dans le temps, mais je vais faire 1 ou 2 échanges ou 3 échanges. Mais ces mails que je vais échanger viennent compléter le plan d'action qu'on a. Ils sont nécessaires que si le plan d'action est suivi et qu'il y a un peu des imprévus, ou alors ou alors des fois c'est des mails juste pour me dire ça s'est passé comme ça, merci, super, nanana. Et si jamais la personne elle sent que elle a avancé et que ça lève de nouvelles problématiques que je ne pourrais pas régler en une simple info en 5-10 minutes, elle va reprendre une séance. Mais on reste dans la même logique. Je veux pas qu'elle en prenne 4, quoi. Donc, tu es vraiment dans cette approche de... Il y a un problème très précis, il y a un plan d'action très précis, et tu bases sur le fait que voilà, c'est ça dont la personne a besoin à un moment donné. C'est presque une situation de crise, en fait, le coaching. J'ai ce problème-là, il est tellement douloureux que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Les gens viennent te voir parce qu'ils sont en crise. Ils se disent, c'est un achat où tu te dis tout de suite maintenant, faut que j'ai quelqu'un, faut que je parle à quelqu'un. D'ailleurs, pour moi, ça n'aurait aucun sens de dire tu prends un coaching et ton coaching est dans 15 jours. Donc, généralement, c'est quoi? C'est dans 24 heures, 48 heures? Peut-être pas non plus parce que j'ai quand même mon calendrier qui est plein, mais on va dire c'est dans la semaine, enfin tu vois, on va dire c'est dans les 5-6 jours ouvrés max. Après, moi, je compose, je crée mon emploi du temps, je mets les coachings là où ça m'arrange, et je m'arrange pour avoir des plages de travail en disant, allez, aujourd'hui, on tourne une vidéo. Enfin, tu vois, dans mon agenda, si je l'ouvre aujourd'hui, je vois tous mes coachings pour les 4-5 jours à venir, et je vois des plages en disant, voilà, là, on fait une vidéo pour telle chaîne, là, on fait ça, là, on bosse là-dessus. Et c'est des sortes de... Enfin, tu vois, c'est des sprints, en fait. On va dire, OK, là, on se prend 3-4 heures, on bosse à fond là-dessus, et hop, on a beaucoup avancé, et c'est terminé. On n'y revient pas 2 jours après ou 3 jours après. Et du coup, au niveau du coaching, je suppose que tu as un système de booking sur ton calendrier où les gens peuvent voir les trucs et se booker directement dedans? Non, même pas. J'ai un assistant en fait qui va s'occuper de prendre les rendez-vous, les mettre dans le calendrier, machin. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est super important. Tu me parlais tout à l'heure des erreurs que j'ai pu faire dans mon premier projet. Ça en fait partie. Ça va être de ne pas être capable de s'entourer. Si tu veux aller loin, à un moment donné, tu n'y arriveras pas tout seul. Parce que tu as toutes ces choses à gérer. Le SAV, tu vois, techniquement, le SAV, c'est un truc qui demande beaucoup de temps et il faut vraiment avoir quelqu'un qui a la tête froide et qui va répondre et machin. Le fait de quelqu'un qui gère ton calendrier, quelqu'un qui va faire du montage. J'ai une salariée qui bosse avec moi qui, elle, va s'occuper du community management, de tout ce qui va être publication sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, Instagram, etc. Enfin,
si tu t'entoures pas, à un moment donné, tu vas être borné. C'est obligatoire. Et c'est assez facile de s'entourer sur tous les aspects, d'avoir un assistant qui propose des rendez-vous, etc. Tu parlais tout à l'heure à la fois d'avoir des personnes qui créent du contenu sur la chaîne Les Bicheurs, c'est ça? Et potentiellement ensuite sur tes autres chaînes. Est-ce que tu as autant de facilité à déléguer ce qui va être le cœur de ce que toi, tu es déjà bon à faire? C'est facile de déléguer un truc que tu n'aimes pas ou que tu ne sais pas faire, qui est la création de contenu. Est-ce que c'est aussi facile pour toi de déléguer ça? Bah, en fait, c'est toujours difficile de déléguer un truc que tu aimes bien faire et dans lequel tu te dis, tiens, je suis plutôt bon là-dedans. Enfin, tu vois, tout en restant modeste, tu te dis, tiens, ça, j'aime bien le faire. Et en plus, les gens me disent que je suis bon là-dedans. C'est difficile de déléguer. Parfois, tu vas déléguer et tu peux avoir cette sensation que ça va être moins bien. Il y a une grosse part d'affect aussi qui joue là-dedans. Les deux choses peuvent se passer. Tu peux déléguer un truc et ça va être mieux fait. Tu peux déléguer un truc, ça va être moins bien fait. Mais quoi qu'il arrive, en fait, le problème reste le même. Pour moi, il faut déléguer, que ce soit facile ou difficile. Il peut y avoir, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le faire et ça peut entraîner tout un tas de frustration derrière. On se dit, ouais, c'est mon bébé, j'ai envie d'avoir un peu un œil partout, mettre les doigts dedans. Mais en fait, finalement, pour moi, le processus, il est suivant, c'est je vais recruter des gens, tu vois, je vais travailler avec ces gens concrètement pour voir effectivement si cette délégation, elle fonctionne. Et typiquement, moi, je suis très content de toutes les délégations que j'ai faites parce que elle me libère énormément de temps et ça me permet de continuer à faire avancer ma boîte. Et donc, j'ai cette satisfaction de voir le chiffre d'affaires grandir, les abonnés grandir, le nombre de coachings grandir, etc., etc. Donc, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais moi, je vais me lancer dans un truc. Tu vois, le mec, il va se lancer, il va faire, OK, moi, je vais tout seul, je vais lancer un truc de dropshipping, machin truc. Mais cette personne-là, elle va être bornée à un moment donné. Enfin, même si tu as trouvé la meilleure solution du monde, le truc qui te ramène, enfin, qui a le plus de rentabilité du monde, si je voulais parler en termes d'efficacité, bah oui, mais au bout d'un moment, si tu veux multiplier ton truc, il va te falloir d'autres personnes autour de toi. Ouais, mais il y a certains aspects qui peuvent être plus durs à lâcher que d'autres. Le jour, je parlais à un gars qui fait pas de dropshipping du coup, mais il fait des produits physiques, etc. Il a sa petite équipe, mais le choix du produit, tu vois, c'est un truc qui garde. Et moi, il y a cet aspect où il y a des choses comme l'écriture de vidéos, etc. Tu vois. C'est des choses qui sont... Autant il y a des trucs qui sont ultra délégués, ultra précisés, et il y a d'autres trucs où on n'arrive pas encore à le faire. Bah, il y a des trucs que tu ne délègueras pas parce que ça fait partie de ta marque. Enfin, c'est ta marque en fait. C'est ta marque de fabrique. C'est un peu comme la formule soi-disant secrète du Coca-Cola. Enfin, tu vois, c'est pas une autre entreprise qui va. Enfin, c'est toi par exemple, ton écriture de vidéo, c'est l'essence en tout cas, bon, t'as tes formations derrière, etc. Mais en tout cas, pour les personnes qui vont te suivre, c'est ce qui fait l'essence de ce qu'ils regardent. Et moi, je pense que bah, tu vois, si je devais déléguer l'écriture, et c'est un truc que je vais peut-être explorer prochainement, si je devais déléguer l'écriture de vidéo, par exemple, pour faire tout un travail de recherche, de choses comme ça, eh bien, quand bien même tu délègues ça, toi, tu repasses dessus derrière. Ce qui fait que, je sais pas si tu mets, par exemple, 6 heures à faire de la recherche pour ta vidéo, ce qui est long, parce que tu vas pas faire 6 heures d'un bloc, tu vas faire 2 heures, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça va te prendre plusieurs jours. Bah, si tu délègues ça, en tout cas, moi, mon approche, ça serait de prendre ce que la personne a fait. Ah, ok, c'est super, c'est pas mal. De repasser derrière et de faire mes propres corrections et de faire en sorte que les gens me retrouvent moi à l'intérieur de ça. Mm. Et que ça ait pas l'air d'être contradictoire avec ce que je fais. Ouais, mais tu restes sur un plafond qui est de te dire à un moment donné, tout passe par toi. Euh, ce qui est tenable jusqu'à quand même une certaine échelle, hein. De continuer à faire tout un tas de relectures et de vérifications. Évidemment, c'est aussi la manière dont tu vas former les gens, je pense, avec un nombre suffisant d'itérations sur des trucs que toi, tu as corrigés, que tu as relus. À un moment donné, les gens commencent à atteindre la vélocité de décollage et pouvoir se débrouiller sans nécessairement avoir trop d'implication. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est encore une fois, c'est recruter les bons éléments. Bah, tu vois, ça, Mm. si tu trouves un peu ton alter ego sur l'écriture ou sur quelqu'un qui s'exprime face à la caméra, bah, et que les gens adhèrent à ça, il n'y a aucun problème, quoi. T'auras tout simplement lancé quelqu'un et cette personne, c'est toi qui l'auras découvert et voilà, ce sera un asset en plus pour ta boîte, quoi. Yann, il y a 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Je vais donner, bah, j'imagine que ton audience, elle est plutôt intéressée par l'entrepreneuriat, le marketing. Donc moi, je vais donner le livre qui m'a le plus, qui a eu pas le plus d'impact. Enfin, c'est pas le livre où j'ai appris le plus de choses, mais pour moi, c'est un livre
qui te permet vraiment de passer à l'action rapidement et qui te rappelle que tu es sur la bonne route. C'est ça en fait. Ce livre, c'est Autoroute du millionnaire. Je pense que tu le connais. De MG de Marco. Exactement. Je pense que tu l'as déjà lu ou pas? Ouais, je l'ai lu tout au début. Je crois que je l'ai lu au même moment où j'ai lu La semaine de 4 heures. Ça fait partie de ces livres que je suis tombé directement. Ouais, bah moi je l'ai relu, figure-toi, il y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai pas relu, je l'ai découvert il y a quelques mois. Je l'ai lu d'une traite quasiment, et tout de suite j'ai eu cette impression de voir immédiatement là où j'étais en train de m'égarer. Donc pour moi c'est un C'est-à-dire? livre ça retrace en fait le parcours. Alors il y a le titre qui est un petit peu clickbait, qui fait bling bling un peu, mais ça retrace le parcours du mec et son succès et toutes les erreurs qu'il a pu faire, et il te donne des conseils qui sont relativement simples, et quand tu le lis et que tu es déjà lancé, bah tu vois tout de suite, ah tiens, je suis en train de prendre un mauvais sentier là. Ok, c'est quoi les mauvais sentiers sur lesquels tu étais au moment où tu l'as lu? Ah, je me souviens plus exactement. Alors c'était, en tout cas, je veux te dire le truc qui m'a le plus marqué justement, c'était il y a quelques mois, c'était cette question du SAV. Il dit dans son livre, le SAV est hyper important. Il est hyper important, et lui, il a voulu avoir une vraie personne. Tu sais comment tu es frustré quand tu veux appeler des organismes ou des machins et que tu te retrouves sur une boîte vocale où tu as des réponses automatiques, où tu sens que tu sens que tu personne en face de toi et qu'on te fait tourner en rond dans un truc. T'as pas du tout envie de faire vivre ça aux personnes. Et moi, j'ai remarqué une chose ces 10 dernières années, c'est que les personnes, elles ont tendance à s'énerver très vite quand le SAV répond pas, ou d'avoir une grosse déception derrière. Tu peux avoir un impact très négatif sur quelqu'un qui va aller te mettre une mauvaise note sur Google. Tu sais, sur Google, tu peux noter les entreprises. Si toi, tu as mis en place un Google Business, ce qui est d'ailleurs une très très bonne idée. Moi, je sais que j'ai conseillé à plein de gens qui montaient leur boîte, parce que tu peux avoir une vraie logique d'ailleurs de positionnement avec ce truc-là, parce que ça va rentrer dans les recherches Google, etc. Donc c'est hyper important. Les gens, ils peuvent voir en plus les notes, etc. Donc les avis. Donc tu vois, quelqu'un qui est énervé par le SAV, il peut venir, une seule personne peut te foutre la merde et te rendre dingue pendant une semaine. Et dans le bouquin, je me suis fait, ah oui, c'est vrai, il faut vraiment quelqu'un qui est dédié au SAV, qui répond, peut-être pas dans l'heure, mais dans la demi-journée, qui rassure tout de suite, même si le problème il n'est pas réglé, en disant, voilà, on t'a entendu, on s'occupe de ton problème. Éventuellement même qui va te rappeler, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle, on va régler ça tout de suite. Et ça c'était la grosse illumination que j'ai eue. Après, il y en a eu d'autres, mais c'est celle dont je me rappelle le plus. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre? Euh, Globalement, en fait, ça va être assez général. Après, je peux donner un exemple concret. C'est que souvent, tu te rends compte que tu pouvais faire beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et tu dis, ah non, on est tous un peu feignants au final. On n'aime pas, enfin, on a tous notre zone de confort, on veut rester dans notre zone de confort. Et je pense que j'aurais pu sortir beaucoup plus vite. Enfin, c'est toujours le truc que tu te dis après coup, tu te dis, tiens, j'aurais pu me lancer tout de suite. J'avais aucune attache à l'époque. Je vais te prendre un exemple tout con. J'ai fait une formation sur l'immobilier avec un public choisi, parce que c'est un truc que je fais à côté de mon entrepreneuriat. J'investis dans l'immobilier. Donc j'ai fait cette formation. 5 personnes que j'ai suivies sur plusieurs mois, qui avaient besoin de se lancer et qui avaient besoin d'un peu d'un filet de sécurité comme ça. Et bah, tu vois, typiquement, moi j'ai attendu très longtemps avant de me lancer là-dedans, alors qu'en réalité j'aurais pu le faire dès mes 23 ans. C'est tout con. En fait, c'est ta vitesse d'exécution et de pas repousser le moment où tu te lances. Les gens, ils passent beaucoup de temps à réfléchir, à machin, mais je vais me lancer truc. Et souvent, en fait, ce qu'il faut, c'est la première toute petite action qui va faire qu'il y aura la deuxième toute petite action, etc., etc. Les gens, ils vont réfléchir. Enfin, moi, je vois passer pas mal de gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui vont passer des heures et des heures à penser sur, OK, est-ce que je fais une SARL, est-ce que je fais une SAS, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, mon logo, mon truc, mon machin. Et ça, je vois ça dans mon entourage, et ces personnes-là, elles sont encore bloquées. Alors qu'en réalité, il suffisait de commencer à faire un article, il suffisait de commencer à faire une vidéo YouTube, il suffisait de commencer à vendre tes services pour quelqu'un qui fait déjà la même chose, il suffisait d'aller travailler gratuitement pour quelqu'un qui fait déjà la même chose. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pas perdre de temps. Le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux, et ça passe quand même vachement vite. Troisième et dernière question, c'est est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? J'ai vu passer une super citation l'autre jour. J'ai une très mauvaise mémoire de tous les temps. Autant j'arrive à me souvenir des poésies que j'ai appris en CP, mais j'ai vu passer une citation et je vais te la retrouver, parce que je sais exactement où je l'ai vue sur Instagram.
Donc tout en parlant, je vais aller chercher le compte sur lequel j'ai vu. Je l'ai noté quelque part, mais je ne l'ai pas exactement en tête. C'est une citation de Henry Ford, je crois. Tu ne pourras pas devenir célèbre ou connu pour quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et ça, c'est un truc qu'on voit tout le temps. C'est-à-dire des mecs qui se disent « Ouais, regarde, je suis connu, j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais ils te parlent de choses qu'ils n'ont encore jamais fait. C'est des trucs que tu vois passer tout le temps sur Facebook. Oui, bonjour, je gère une agence de tatati tatata, et tout le truc derrière, c'est un bateau, c'est un pipeau. Ouais, ok. Tu sens que le mec, il est passé à inventer de toutes pièces. Le mec, il a 22 ans, il a loué un bureau, il s'est filmé en caméra, et tu vas pas atteindre le succès en essayant de promouvoir quelque chose, tu vois, d'essayer de vendre quelque chose que tu n'as pas encore déjà fait toi-même. Toi, les conseils que tu donnes en marketing, bah, c'est des choses, tu vois, ta carrière, elle est déjà longue finalement. Tu vois, tu as testé plein de trucs, tu t'étais lancé, tu as fait des erreurs aussi. Donc en fait, tu conseilles sur ton expérience passée, et c'est des conseils qui sont efficaces, qui sont vrais parce qu'ils ont été appliqués. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui t'est étranger en fait. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont monté des trucs comme ça, où en gros, c'était l'idée de si je t'en mets plein les yeux, tu t'aperçois pas forcément de la différence. Et la vérité, c'est que pas mal de gens arrivent à flouter un petit peu les marques quand même. Enfin, tout ce qui est j'ai monté une agence ou j'ai monté du dropshipping, c'est un petit peu les deux grandes catégories. Si tu veux donner l'impression que tu as une villa à Miami, parfois c'est un petit peu douteux. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, déjà les gens effectivement sont pas bêtes. Quand tu achètes un truc qui vaut, je sais pas, que ce soit une formation ou quoi que ce soit, mais moi quand je fais un achat à 2000 €, tu vérifies. C'est-à-dire, je vais aller acheter un ordinateur portable qui vaut 2000 balles, je vais quand même regarder les benchmarks, je vais regarder les avis des gens. Moi je regarde même les avis des gens sur des baskets de course à pied. Donc les gens sont pas bêtes, ils vont vérifier ce qu'il va y avoir derrière. Et puis, on a tendance à surestimer énormément, parce que ces personnes qui construisent ces espèces de coquilles vides, elles t'en mettent plein la vue, mais on surestime énormément leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices réels. Tu as des coûts parfois de publicité qui sont monstrueux, tu as des coûts de... Toute cette mise en scène, elle a un coût également, donc ouais. Bah, au final, c'est pas si cher que ça d'avoir l'air riche dans une vidéo. C'est-à-dire que louer une bagnole, louer une villa, ça a un coût, mais c'est pas non plus délirant. Et c'est probablement inférieur à ce que tu dépenses même dans une journée sur Facebook en acquisition, etc. Si tu fais un petit peu d'acquisition. Et au final, il y a un autre aspect qui, pour le coup, on va peut-être pas rentrer dedans, mais où les gens confondent la richesse et la dépense. Ou si tu dépenses beaucoup d'argent, tu as l'air riche, alors qu'au final, bah non, puisque tu as claqué toute ta thune dans des objets de consommation, bah, au final, il ne te reste pas grand-chose. Mais c'est le seul truc qui intéresse les gens, parce qu'au final, tu dis aux gens, OK, vas-y, on monte un business, on monte un actif, ça intéresse personne, ça. J'ai monté un actif, c'est intéressant, ça a de la valeur et tout. Ce que les gens veulent voir, c'est aller où ta Lambo, mon gars. Tu vois? Ouais, c'est vrai ça. Mais les gens sont très réactifs à ça, hein. Tu vois, tu as pas mal d'entrepreneurs où tu vois que leur publication avec Lambo, elle fait 10 fois plus de likes que leur publication sans Lamborghini, où tu vois une publication avec tu vois, une nana qui est un peu dévêtue, bah oui, elle va beaucoup plus marcher parce que les gens ils réagissent à ça, et je pense que c'est un peu aussi facile de trop tirer sur ce truc, quoi. Après, moi, j'ai pas de critique. Après, tu vois, c'est chacun fait son truc et c'est un peu. Si on peut ça pas marche, critiquer l'efficacité, dire, tu vois. C'est compliqué de critiquer l'efficacité. Ouais. C'est comme critiquer. Moi, je suis toujours. Les gens critiquent le clickbait sur YouTube. Ah, t'as fait un titre clickbait, t'as fait une miniature clickbait. Je veux dire, ça fait partie du game. Tu vas demander à un YouTuber de se casser la tête sur sa chaîne et sur sa vidéo et de pas mettre un bon titre qui va marcher. Oui. Pourquoi? Pour C'est le vrai. code de l'honneur du non-clickbait, tu vois. Je pense qu'il y a le clickbait porté trop loin où tu fais un truc qui n'a pas de rapport avec la vidéo. Mais il y a un sens où ce clickbait-là, il n'est pas efficace parce que les gens cliquent plus sur tes vidéos. Mais quand tu vois un gars, moi, je suis admiratif d'un mec comme PewDiePie, tu vois, qui a toujours les miniatures et les titres les plus déglingos du monde. Et t'es jamais déçu. Et pour autant, il y va au fond, il va pousser à fond le truc. Et ça fait partie de ces trucs, tu vois, c'est compliqué de critiquer après ce qui marche. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Enfin voilà. Après, c'est juste drôle de l'observer. Ouais. En fait, t'en voudras jamais à Squeezie ou à PewDiePie. Pourquoi? Parce que ces mecs sont vraiment divertissants. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo, moi de temps en temps je tombe sur une vidéo de Squeezie, je me suis jamais dit « Ah bordel, j'ai perdu et Squeezie m'a fait perdre 15 minutes ». À minima, j'ai rigolé, quoi. Et donc en fait, ils ont beau avoir mis un clickbait, machin, tu vas dire « Ah ouais, bien vu », t'as envie de cliquer, et après t'es content parce que t'as ressenti des émotions positives. Donc voilà, reprocher à quelqu'un de dire t'as mis un titre aguicheur ou t'as mis une vignette intrigante, ce serait comme dire reprocher à un restaurant d'avoir une belle façade.
Il faudrait quoi? Il faudrait, au nom de ça, il faudrait avoir une façade toute dégueulasse en disant non, la bouffe est super bonne dedans, je t'assure. Mais les gens regardent la façade, c'est un fait, quoi. Mais après, c'est un autre. Ce que j'essayais un peu de. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un autre game que de dire hey, j'ai une maison alors qu'en vrai, j'ai pas une maison. Hey, j'ai une Lambo alors qu'en vrai, cette Lambo, elle est louée et ça m'a coûté 50 € chez Europcar. Là, c'est autre chose. Ouais. T'es dans une forme de manipulation qui est un petit peu plus perverse quand même. Je suis d'accord. Sur ce, on va terminer. Pour terminer, Yann, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, en apprendre plus sur toi et sur ton travail? Ok, alors les gens peuvent me suivre déjà sur YouTube, ils peuvent aller sur ma chaîne Yann Piette, YA2N PIE2TE, où là je vais parler d'intelligence sociale, de développement personnel. Si vous êtes une femme, je suis sûr qu'il y a des femmes qui écoutent ce podcast, allez sur la chaîne YouTube qui s'appelle L'Homme Expliqué. Il y a forcément des vidéos qui vont vous intéresser, même si vous êtes en couple. Et si vous êtes un jeune homme et que vous êtes intéressé, ou pas si jeune en fait, que vous voulez faire des rencontres, tapez Les Bicheurs sur YouTube. Et ensuite mes sites internet. C'est assez simple, je vais avoir zone de confort, donc du coup pour mon public masculin qui va parler justement de rencontres amoureuses, de faire provoquer des belles rencontres. Pour les nanas, ça va être homeexpliqué.fr, tout simplement. Et le site web sur lequel je vends mes formations, les différentes masterclass que j'ai déjà réalisées, c'est sur un site qui s'appelle Social Skills. Donc compétences sociales en anglais, socialskills.fr. Et voilà, dessus, il y a 5 ou 6 masterclass qui justement vont permettre aux personnes de travailler sur l'aspect social de leur vie, qui est une chose qui est hyper importante. Donc ça fait beaucoup de liens, mais tous les liens seront dans la description de l'épisode, seront sur le site, dans l'article qui correspond au podcast, donc pour les gens qui veulent aller cliquer, tout ça. Merci Yann pour ta participation et pour avoir partagé sur tout ça. Et merci à toi Stan, et puis continue à faire des podcasts intéressants que j'écoute à la salle de sport d'ailleurs, donc t'arrêtes surtout pas. Ouais, là on est sur une grosse série, là au moment où les gens écoutent, ils m'auront vu avoir une productivité de podcast jamais vue depuis 2017 je pense sur le podcast Marketing Mania, donc c'est génial parce que c'est une vraie manière de consommer qui est différente. Moi j'en écoute en m'endormant, j'en écoute quand je vais faire du sport, et je vais même écouter certains trucs selon mon activité. T'écoutes des podcasts en t'endormant? En m'endormant, en fait, je vais me coucher si je me couche tout seul, parce que c'est un peu bizarre, tu vois, quand t'as ta nana qui est à côté, de mettre un truc à côté, qui fait du bruit derrière. Mais en gros, je vais écouter des trucs des trucs divers et variés. Je vais écouter des trucs sur France Culture, sur la littérature. Je vais écouter des trucs, je vais écouter Faites entrer l'accusé, enfin tu vois, ce genre de machin. Ça c'est les trucs du soir. Je vais écouter pas mal de podcasts aussi qui sont liés à mon activité. Il va y avoir Nat et Véro, Les Gentilshommes, les trucs qui parlent de relations amoureuses, forcément, parce que ça me permet aussi de continuer à brasser des idées, d'en avoir des nouvelles. Et puis quand je vais faire du sport, je vais écouter Gary Vee, Grant Cardone, Stan Leloup, des choses qui sont plus, qui pour moi nécessitent d'être un peu plus réveillé et alerte, quoi. Donc, ouais, t'écoutes Gary Vee avant de dormir, ta nuit est finie, quoi. Tu dors pas du tout. Voilà. En tout cas, un grand merci de m'avoir invité à cette émission, et puis bonne continuation à toi, Stan. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous voulez mieux comprendre ce business model de comment est-ce que vous pouvez développer une audience sur YouTube pour derrière pouvoir leur vendre des formations et du coaching, j'ai une formation gratuite par email de 7 jours qui vous apprend l'ensemble des éléments de ma stratégie pour le faire. La formation s'appelle « Construire une audience qui achète » et pour la recevoir, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/audience. C'est marketingmania.fr/audience pour recevoir la formation gratuite de 7 jours sur comment construire une audience qui achète. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.